Allez, c'est parti. Alors, bienvenue sur Cockpit Lab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un expert d'Amazon et des marketplaces en général. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, Benjamin. Dans cette interview, si tu le permets, si tu Oui. le veux, on va essayer de parler Amazon FBA, Amazon en général, marketplace. Mmh. Il y en a plusieurs. Oui. Cdiscount, gestionnaire de flux, agence, e-commerce. J'ai vu aussi que tu avais un profil sur Malte. Donc voilà, on va essayer un petit peu de dégrossir tout ça. C'est l'occasion aussi de montrer ton expérience, de parler de tes services d'accompagnement. Donc voilà, si tu es chaud, on va passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure en fonction de ce que tu as à dire. Mais vu l'expérience que tu as, à mon avis, on va passer quasiment une heure ensemble. Donc voilà, est-ce que c'est OK pour toi? Ça marche, super. Avant de commencer l'interview de Benjamin, je t'invite à regarder ma formation qui dure à peu près 37 heures et qui va t'apprendre tout sur comment vendre sur Amazon FBA. On parle de private label, de retail, de online arbitrage et tout ce que tu dois savoir sur comment vendre sur Amazon. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et tu auras accès à la meilleure formation francophone à un prix ultra ridicule. Donc, je ne pourras pas trouver un meilleur rapport qualité-prix sur une formation aussi poussée et sur le sujet de comment vendre sur Amazon. Je t'invite encore une fois à cliquer sur le premier lien et je te dis bonne écoute. Super. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter brièvement et toute ton expérience, ton personnel et aussi l'expérience que tu as dans les marketplaces? Oui, donc Benjamin Leplat, je suis ravi de cette interview. J'ai passé plus de 20 ans, je suis originaire, du Nord, hein, de la région de Lille et il faut savoir que la région de Lille, c'est beaucoup la grande distribution. Il y a beaucoup de groupes qui sont nés, dont la famille Mullier avec Auchan, par exemple, hein. Donc moi, j'ai fait une formation, une école de commerce, un IAE dans la grande distribution. Et j'ai démarré ma vie, on va dire, à Auchan, Decathlon, des sociétés comme ça. Très vite, j'ai aimé le contact produit et donc je suis rentré dans une société qui s'appelle Camaïeu. J'étais chef de produit. J'ai à l'époque passé beaucoup de temps à acheter en Asie et à monter des collections. Et assez rapidement, au bout de quelques années, ce qui me manquait le plus dans le retail, c'était la partie data, la partie chiffres, connaissance du client. Et donc, j'ai eu la possibilité de rentrer dans un groupe qui s'appelle La Redoute, qui gérait à ce moment-là une dizaine de marques. Et donc, je suis rentré là en tant que chef de produit. Et ensuite, j'ai évolué chef de groupe. Et très rapidement, j'ai vraiment aimé le contact, on va dire, client à travers la vente à distance, puisque ça s'appelait la VAD à l'époque, hein. C'était avant l'Internet, hein, et le e-commerce. Et surtout, la connaissance du client par la data. On travaillait beaucoup sur les chiffres. Il y avait beaucoup de sondages, il y avait beaucoup d'enquêtes consommateurs, on passait beaucoup de temps dessus. Et tout ce contact-là et cette data qui m'a permis à mieux, à mieux intégrer le marketing, m'a permis aussi très rapidement, quand il y a eu la possibilité, au niveau de la Redoute, par exemple, de développer des marques et des nouveaux concepts. Par exemple, Alpen Nature est une marque que j'ai lancée dans le bien-être et la beauté, qui a pu être vendue dans l'ensemble du groupe Redoute, donc Somewhere, Sirius, Verbaudet, Daxon, La Redoute, par exemple, toutes ces marques-là qui peuvent peut-être être assez connues aujourd'hui. Eh bien, on a pu développer, grâce à cette gestion de la data sur l'ensemble des marques, cette marque-là. Et ensuite, il y a eu l'évolution. On a commencé à travailler sur le développement Internet. Et donc, j'ai fait partie aussi au début des groupes de travail. Et ça m'a vraiment passionné de pouvoir lancer un site e-commerce, gérer un site e-commerce. Au début, c'était géré comme un petit catalogue. C'est devenu ensuite jusqu'à 50% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même très important pour un gros groupe. Et donc là, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Dans le e-commerce, c'était vraiment passionnant jusqu'en 2010. En 2010, j'ai quitté le groupe pour me lancer dans l'entrepreneurial. Et j'ai intégré une ruche d'entreprise qui s'appelle Eura Technologies à Lille, qui est la plus grosse ruche de France aujourd'hui, sur lequel j'ai appris un peu comment lancer une entreprise, une marque, dans le e-commerce. Donc, j'ai lancé un site dans le e-commerce bébé et ensuite un site dans le e-commerce senior, donc deux univers, et dans la beauté bien-être.
Voilà, Donc là, c'était jusqu'en tes marques. 2014-15, donc pendant environ 4 ans, 4-5 ans. Et puis, dans la gestion de ces sites, hein, j'étais sur un site Magento, euh, j'ai eu, Là, les sites que tu parles, c'était tes marques à toi? Tu as lancé oui, 2 marques? OK, voilà, d'accord. j'ai OK. lancé 2 marques, tout à fait. Et dans cette gestion de site, un jour, je me suis dit, pour se développer dans l'e-commerce, aujourd'hui, si on veut aller vite, il faut ouvrir un pont sur les marketplaces. Donc, j'ai très vite mis un gestionnaire de flux qui s'appelle Shopping Feed et j'ai ouvert le flux sur Amazon, par exemple, qui a été la première marketplace que j'ai ouvert. Et j'ai très vite eu un succès incroyable sur Amazon. J'ai fait Cdiscount, j'ai fait Rakuten, voilà, j'en ai fait plusieurs, mais vraiment, oui. Est-ce que tu me permets de te couper dans ta gestion de marque? Parce que pour moi, en fait, dis-moi si je me trompe, un gestionnaire de flux, on en reviendra un petit peu plus tard dans l'interview, je pense, mais combien de produits tu avais dans tes 2 marques différentes? Combien de refs, combien de SKU tu avais? J'avais environ 600 SKU. 600? Oui. Ah oui, quand même, d'accord, OK. Parce que pour moi, en fait, lancer une marque, c'est avec quelques produits, quelques unités. Mais toi, tu avais dit donc du coup, ça a un intérêt de prendre un gestionnaire de flux. OK, d'accord. Voilà. OK. Donc 600 produits, ce qui était quand même lourd à gérer. Donc le gestionnaire de flux m'a quand même bien aidé pour se lancer. Et donc à l'époque sur Amazon, hein, quand j'ai lancé, je suis vite monté en chiffre d'affaires et j'ai été intégré dans les gros vendeurs de France, les plus gros vendeurs de France. Donc j'ai été invité à l'ouverture de Loin Planck, par exemple. À l'époque, Amazon faisait ça, c'est que pour les gros vendeurs, ils faisaient des journées de formation, des journées d'intégration. Voilà, on était invités assez régulièrement, ce qui était vraiment sympa parce que j'ai pu connaître, on va dire, l'envers du décor d'Amazon et vraiment comprendre comment ça fonctionnait. On avait un support vendeur dédié aussi, hein, qu'on pouvait appeler, quelqu'un qui avait un prénom et pas un robot. Donc, c'était pas mal. Donc, voilà, ça m'a permis vraiment de me lancer. Mon chiffre d'affaires a réellement décollé grâce au marketplace, hein. Et donc, Parce qu'à ce moment-là, à oui, partir du moment où tu branches ton Magento avec Shopping Feed et que tes produits sont en stock sur Amazon, tu fais tes premières ventes en combien de temps? Sur Amazon? alors sur Amazon, si le produit est déjà lancé, qu'il a des avis, qu'il est vu, euh, on va dire en un mois, ça va assez vite. En un mois, ça va assez vite. Ouais, OK. ça va assez vite. En un mois, c'est lancé, c'est parti. De toute façon, Amazon fonctionne avec un algorithme. Dès qu'il voit que le produit est visité, qu'il y a un nombre d'impressions après, ça monte, hein, ça monte très vite. Ouais. OK. Alors, ce qu'il faut atteindre, on va dire le Graal, c'est d'avoir une quinzaine d'avis sur le produit assez rapidement. Plus il y a d'avis, plus ça va monter quoi, au départ. Ça, c'est Comment tu vraiment. fais pour avoir tes premiers avis du coup? Alors, pour avoir des avis, il y a il y a l'officiel et l'officieuse, hein, comme on dit. Non, non, mais sans tricher déjà. Alors, ce qui était le cas il y a quelques années, aujourd'hui c'est plus dur, c'est que les gens faisaient des avis plus facilement il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est très dur d'avoir des avis, je le cache, c'est vrai. Donc, on n'hésite pas à utiliser son réseau personnel, euh, des amis, de la famille, voilà. Et on leur dit, allez, faites-moi des avis, ça serait sympa. Achetez le produit et puis je vous ferai une remise derrière, quoi. On peut faire des coupons avec des remises pour personnaliser, quoi. Donc voilà un peu ce OK. qui se faisait. Et alors donc assez rapidement, un de mes fournisseurs, importateur fournisseur, m'a appelé en disant mais waouh, je vois les quantités que vous passez. Au début c'était 30 pièces de commande, maintenant vous êtes à 500 pièces de commande. Donc qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc je l'ai rencontré, il m'a dit eh ben voilà, moi ça me paraît passionnant ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Puisque vous n'achetez pas tout de ma collection, hein. Il avait une très large collection et que moi j'étais quand même ciblé sur un univers bien-être. Lui, il avait d'autres produits, bazar sur la maison, l'équipement maison, choses comme ça. Et donc il m'a dit est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Donc je dis pourquoi pas. Donc très rapidement j'ai commencé à travailler pour lui en B2B, hein, on va dire c'est ça, en conseil. Et je lui ai créé un store sur Amazon, j'ai ouvert son compte et on a commencé à mettre tous ces flux. Lui, il avait plus de 5000 références, donc c'était quand même assez impressionnant. Gros catalogue.
Et donc, j'ai passé pas mal de temps. Je faisais une partie de mon temps sur le e-commerce, mes sites internet, et une partie avec lui. Et assez rapidement, j'ai vraiment aimé ce contact, créer une boutique de A à Z, conseil et suivi. Et donc, j'ai, on va dire, mis de côté mon e-commerce pour me consacrer à 100% voilà, dans du freelance, on va dire, dans du consulting pour les marques. Voilà. Là, On a on est en quelle commencé à année, démarrer là? en 2015, en fait. 2015. Oui. Donc en 2015, tu arrêtes tes deux marques. Tu les arrêtes ou tu les laisses vivre en automatique? Non, non, je les arrête complètement. Ça me prenait quand même beaucoup de temps. On était 5 à gérer ça. Ah oui, C'était de la gestion. Voilà, concrètement, j'étais à l'équilibre. Je gagnais pas hyper bien ma vie. C'était le e-commerce, c'est très chronophage. Soit je passais un cap pour dire bon bah là ça vaut le coup. Maintenant, je revends mes sites. À l'époque, j'étais avec un associé qui voulait pas continuer, et donc on a pris la décision d'arrêter. Voilà. d'accord. Ok, clair. Tout à l'heure, tu me parlais de marques que tu as lancées à la Redoute. Est-ce que c'était des marques créées de toutes pièces ou c'était vraiment des choses que tu allais sourcer, que tu as rebrandées ou explique-nous un petit peu les marques que tu as créées à la Redoute. Alors, si je prends la marque Alpen Nature, c'est une marque qu'on a créée de A à Z. On avait l'objectif de se lancer dans le bien-être et dans la partie phytothérapie. Et donc, on a contacté un laboratoire dans le sud de la France qui s'appelle Arcopharma, qui est l'un des plus gros laboratoires de France et d'Europe, dans des produits phytosanitaires et phytothérapie. Donc, on a fixé une gamme complète avec eux. On a vraiment travaillé sur le produit et on a élaboré cette marque en partant de zéro. Hein. Donc, ça va du dessin, du nom, dépôt de nom, INPI. Comme on passait par la Belgique pour une question de normes, il a fallu créer une société en Belgique. Enfin, voilà, on a vraiment tout établi. La partie bien-être, il fallait écrire tous les textes, sécurité. On a travaillé avec un pharmacien pour valider toutes les formules avec lesquelles on travaillait et pouvoir travailler sur le marketing d'un homme, on va dire, de la santé qui a validé l'ensemble des documents. Donc voilà, on est parti vraiment de A à Z, une feuille blanche. Incroyable ça. Et les marques là, elles existent encore? Alors, Alpen Nature, je sais pas. Je sais aucune idée. Moi, j'ai quitté le groupe, donc après, je sais pas ce qu'ils en ont fait. S'ils ont continué, je suis passé à autre chose, mais il faudrait que je Oui, vérifie. normal. Tout à l'heure aussi, tu m'as parlé de data. C'était quelque chose qui te manquait quand tu étais pas dans le e-commerce. Et pour toi, c'est quoi les data, les KPI qu'il faut regarder quand on est dans le digital, aussi bien sur son propre site internet que sur les marketplaces? Alors, bah, le nerf de la guerre, c'est le trafic quand même, parce que faire du chiffre avec, on va dire, avec un magasin qui est situé dans le Larzac, hein, c'est un peu l'image du Larzac, ça m'amuse toujours, mais quand on va monter une boutique, si on la monte, elle a beau être la plus belle du monde, mais quand elle est au milieu de la forêt ou qu'il y a que des moutons, ça sert à rien. Si on monte une boutique aujourd'hui, on va où? La plus belle avenue du monde, là où il y a le plus de monde, le plus de trafic, c'est les Champs-Élysées quelque part aujourd'hui. Alors c'est peut-être la plus chère, mais c'est là où il y a le plus de trafic. C'est exactement ce que je dis à tout le monde qui veut vendre sur Amazon. En fait, c'est que je leur dis pour 39 € par mois, vous vous payez une boutique sur les Champs-Élysées. Voilà, C'est exactement. exactement ce que je dis. C'est exactement ça. Donc, quand on fait de la data, ben, on va d'abord regarder le trafic. C'est la première des choses. Est-ce qu'il y a un volume suffisant de gens qui vont passer, qui peuvent être intéressés? Ça, c'est la première chose. Après, si on a le trafic, c'est bien, mais il faut attirer le chaland quand même quelque part. Donc, on a beau avoir une belle boutique sur les Champs-Élysées, si la vitrine n'attire pas, hein, si la marque quelque part n'est pas connue, c'est pas trop grave, mais au moins il faut une belle vitrine. Si la marque est connue, c'est encore mieux. Voilà. D'ailleurs, si vous allez sur les Champs-Élysées, vous verrez pas une boutique, on va dire, inconnue. Il y a que des marques connues. Hein. Déjà, il faut avoir les moyens de se le payer. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut attirer le chaland et là, il faut mettre en place, on va dire, un marketing produit. Il faut une fiche produit qui attire, euh, un concept qui va faire que quand on va mettre la fiche produit, eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui cliquent dessus. Donc, il y a des stratégies marketing à mettre en place hein, pour avoir du lead et ça, il faut déjà le prévoir. C'est ce que je fais avec les marques avec lesquelles je travaille. Quand on lance une boutique sur Amazon, par exemple, eh bien, on a un travail de 3 à 4 mois avant pour tout préparer
avant la sortie et l'ouverture de la boutique. Hein. C'est vraiment important pour qu'on ait tout prévu et que quand on va lancer la boutique, eh bien, ça y est, le trafic étant là, eh ben, tout de suite, on va mettre en avant un facing qui va être attirant et qui va bien fonctionner si on a mis en place toutes les stratégies. On a développé, ça peut être, voilà, on va par exemple utiliser tous les réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les blogs, que ce soit les influenceurs ou autres, qui vont, on va dire, pousser en arrière. Et le jour où le produit est mis en avant, eh bien, il va y avoir beaucoup d'impressions. Et s'il y a des impressions et qu'on a fait une belle boutique, enfin une belle fiche produit, à ce moment-là, on va avoir du lead et on va faire du commerce. Alors là tu mentionnes quelque chose sur laquelle, en fait, j'ai pas mal de discussions avec des vendeurs sur Amazon ou des e-commerçants en général. Pourquoi? Parce que moi, je prône l'envoi de trafic externe vers mes fiches produits Amazon. Envoyer du trafic, c'est un petit peu du SEO, c'est on envoie du trafic et ensuite voilà, que ce soit des backlinks, etc., etc. Et beaucoup de e-commerçants préfèrent envoyer du trafic vers leur propre site internet, WooCommerce, PrestaShop, Magento, etc., etc. C'est quoi ton avis là-dessus, justement? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que très souvent, quand je rencontre des marques, ils me disent, mais attendez, moi je vais sur Amazon, mais ils vont me prendre 15-20 points de ma marge. Donc moi, je préfère vendre directement sur mon site. Je leur dis, en effet, c'est vrai, je le conçois, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une bonne boutique sur Amazon, même si vous avez une marque importante, connue. Ça sera du plus sur Amazon. Vous aurez une petite partie qui va être cannibalisée, ça c'est vrai, que vous perdrez sur votre site, parce qu'il y a des gens qui seront plus rassurés aujourd'hui sur Amazon avec le paiement sécurisé, avec le compte, un clic, voilà. Donc vous allez avoir une petite partie qui va être cannibalisée, mais sinon vous allez quand même faire plus 20, plus 30% grâce à Amazon. Donc à partir du moment où ils l'ont intégré, pourquoi pas avoir une gamme distincte entre Amazon et votre propre site, si vous pouvez. Hein, il y en a qui créent des références spéciales sur Amazon pour éviter de se cannibaliser. Après, c'est le gros problème de. Souvent, j'ai des clients aussi qui ont des propres réseaux B2B où ils ont des réseaux voilà, parallèles et ils disent mais attendez, si je vends sur Amazon, qu'est-ce que va dire mon réseau B2B ils vont, voilà. Donc, ça, il faut qu'on discute beaucoup, qu'on échange là-dessus pour éviter de cannibaliser l'ensemble du réseau. Sinon, là, c'est vrai que ça peut être gênant. J'ai des vendeurs qui ont dû arrêter leur site, enfin leur store sur Amazon, parce que l'ensemble de leurs clients historiques leur ont dit attendez, arrêtez, là, c'est plus possible. Si c'est sur Amazon, moi, j'achète plus chez vous. Donc voilà, soit on crée une deuxième marque, soit on crée une gamme de produits spécifiques qui ne sera pas en concurrence. Par exemple, si on prend les fabricants de téléviseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des gammes spécifiques pour boulanger, pour darty, pour voilà, c'est pas obligatoire les mêmes produits, même si on sait qu'évidemment derrière c'est le même, mais c'est pas la même référence. Donc quelque part, le commun des mortels, lui, il a l'impression que c'est deux produits différents. Mais c'est exact. Oui, mais là, tu cites un problème aussi que j'ai déjà entendu pas mal de fois, c'est la partie revendeur. Et Voilà. en fait, les revendeurs n'aiment pas que la marque aille directement sur Amazon ou sur les différentes marketplaces, mais pourtant, les revendeurs, eux, sont sur Amazon et sur les marketplaces. Donc, en Oui, fait, ouais, c'est vrai. c'est c'est- c'est On un- est en concurrence directe entre le fabricant et le revendeur. Là aussi, j'ai travaillé pour une marque allemande qui s'appelle Blaupunkt, hein, qui fait des produits, des enceintes et choses comme ça. Et là, la licence France, bien, on se mettait à chaque fois en pleine tête les revendeurs qui revendaient derrière. Et qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, à un moment, il va falloir que vous tranchiez. Oui, mais je ne peux pas interdire aux revendeurs de revendre. Ben, je dis non, ben, donc vous mettez l'intérêt pour vous, c'est de travailler sur la notoriété, pas sur le chiffre d'affaires. C'est que vous allez faire une boutique, vous êtes propriétaire de la marque, vous allez faire une boutique avec vos prix qui ne seront pas des prix dégressifs, qui seront des prix, voilà, vos prix. Après, s'il y a d'autres vendeurs qui se mettent en dessous, quelque part, tant mieux, c'est vous qui fabriquez, c'est vous qui gagnerez. Hein. Voilà. Donc, tu conseilles de quand même venir sur les marketplaces avec un prix fixe et Voilà, de laisser les revendeurs jouer à la buy box. voilà, exactement. Ok. Pour la marque qui est la marque leader, elle a une belle boutique, elle fait vivre sa boutique, elle est là pour travailler la notoriété, pas obligatoirement pour travailler son chiffre d'affaires. C'est souvent les deux axes que je travaille avec les marques, c'est de dire quel est l'intérêt pour vous d'aller sur Amazon? Est-ce que c'est faire du chiffre
ou est-ce que c'est travailler votre image? Et souvent, ils disent, bah, on veut les deux. Bah, je dis non, à un moment, il faut peut-être un peu choisir. Oui, vous ferez du chiffre, mais bon, peut-être que la notoriété est plus importante. Donc, on arrive à avancer. Et souvent, je me rends compte qu'il y a des marques, par exemple, qui ont des revendeurs ou autres. Je dis, attendez, là, on va arrêter de travailler sur le chiffre. On va plutôt travailler sur la notoriété, sur l'image de votre marque que vous voulez absolument pas dégrader. Travailler sur un beau store, quelque chose vraiment de mettre une belle gamme produit. Et puis après, vous laissez les autres se battre pour la buy box, quoi. C'est clair. Est-ce que du coup, toi, tu accompagnes que des marques ou tu peux aussi accompagner des revendeurs, des resellers, des... Je travaille à 90% avec des marques. C'est Ok, vraiment, de toute façon, sur Amazon, et je l'ai vu, puisque j'ai démarré avec un importateur qui avait plein de marques, des petites marques inconnues. Très vite, on s'est bagarré sur des produits, la guerre de la buy box, et ben, il est perdant, et à la fin, parce que lui, il achète, il prend sa marge, enfin, c'est pas le fabricant. Et je pense que l'avenir des marketplaces, c'est de travailler avec les fabricants en direct, ouais. parce que on pourra travailler sur la valeur ajoutée de la marque, on pourra travailler sur une différenciation et pas sur j'achète, je revends, j'achète, je revends. Ça, c'est, on va en frontal en plus avec des Temu, on va en frontal avec des AliExpress. Ça sert à rien. Apportons de la valeur ajoutée, travaillons sur une qualité produit, travaillons voilà, sur des choses qui vont apporter quelque chose à l'édifice sur lequel on pourra se battre. Quand on a une marque, on peut se battre sur Amazon. Quand on n'a pas de marque, on ne se bat pas. Et donc, il y a vite 20 vendeurs qui viennent sur votre fiche produit et qui vont démolir. Si c'est une guerre de prix, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps. Voilà. Je pousse les entreprises qui, quand elles viennent me voir, c'est de dire, attendez, vous avez une marque, vous avez une différenciation. Est-ce que vous avez une valeur ajoutée? Est-ce que vous avez de la marge aussi? Ça m'arrive de dire, ça n'a aucun intérêt d'aller sur Amazon si vous n'avez pas de marge sur votre produit, parce que vous C'est allez ça. devoir payer 15, un pourcentage, la FIS, la commission, plus la com, parce que je vais vous aider aussi à créer du Amazon Ads, on va acheter du mot-clé. Bref, si vous n'avez rien comme marge, ça ne sert à rien. On va pas, on va dire presque 30% des gens qui me contactent, je ne finalise pas avec eux. Moi, je passe du temps, et de temps en temps, j'en perds de l'argent, mais à un moment, je dis, il faut arrêter, ça ne sert à rien. Ouais. Vous allez être mécontent dans un an. Vous aurez dépensé 20 000 euros et vous n'aurez rien gagné. Et moi, je ne serais pas content parce que je vous aurais accompagné pour vous lancer un échec, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Du coup, j'avais une autre question qui arriverait un petit peu plus tard dans l'interview, mais je vais te la poser maintenant. Et tu la entends peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines. Est-ce que c'est encore intéressant d'être présent sur Amazon? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les vendeurs sur Amazon? Euh, est-ce qu'il faut tout simplement continuer d'essayer de vendre sur Amazon ou alors ça sert à rien de se battre contre des Temu, contre des AliExpress, contre des Wish, contre ce genre de low coster, de discounter? Oui, tout à fait. Alors, je l'entends et justement, je mets bien en garde en disant attention, ce qui existe aujourd'hui par Temu, AliExpress et autres, on ne se bagarre pas là-dessus, on laisse tomber. Ne perdons pas de temps pour gagner 3 centimes, vous allez passer un temps fou. Donc, je dis on arrête tout de suite. On va travailler beaucoup plus sur le produit. Moi, avec alors, je suis un ancien du produit aussi, j'ai été acheteur, chef de produit, donc je sais bien, je connais bien la difficulté, mais qu'est-ce que vous allez apporter sur le marché? Très souvent, j'ai une marque ou quelqu'un qui vient me voir, eh ben, je commence déjà, je dis attendez, on va sur Amazon en navigation privée et on va taper les mots-clés de vos produits et on va voir ce qu'il y a. Et puis, je vais faire une crème. Alors, là, c'était il y a un mois, un client sur la Bretagne, un laboratoire qui a développé des produits à base d'algues. Je trouve ça très intéressant. Donc, je l'ai conseillé, on a avancé dessus. Ben, voilà, on va commencer à regarder qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme produit sur Amazon, hein, avant de commencer à. Et on a vu qu'il y avait pas énormément de produits à base d'algues. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, je lui dis, est-ce que, voilà, on voit qu'il y a un potentiel. Combien, évidemment, de mots-clés sont tapés voilà, ça, alors, pour ceux qui ont Helium 10 ou Jungle Scout, par exemple, c'est très bien parce que là, vous allez pouvoir avoir. Je vous parlais tout à l'heure du trafic, justement. Est-ce qu'il y a du trafic sur la crème à base d'algues, par exemple, hein, s'il y a 20 recherches par mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi?
Donc, on va regarder tout ça. Et puis, s'il n'y a pas trop de concurrence, s'il y en a un petit peu, c'est normal, mais pas trop non plus. Où on est situé? Est-ce que c'est une niche? Est-ce que cette niche, elle a un potentiel d'avenir? On va travailler sur tout ça. À partir du moment où, on va dire, les indicateurs sont au vert, eh ben, on avance. Si c'est déjà orange, je dis, bah, si c'est orange, on va continuer à travailler pour aller vraiment voir si ça vaut vraiment le coup. Et de temps en temps, on passe des semaines avant de démarrer parce que c'est pas sûr et qu'il y a trop de risques derrière. Aller vendre un iPhone 15 aujourd'hui sur Amazon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Hein, sauf si vous appelez Apple, mais sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ok. Voilà. Donc là où il y a trop de concurrence aujourd'hui, moi je dis toujours, n'y allez pas, vous allez passer un temps fou pour rien, quoi. Ça sert à rien. Aujourd'hui, il y a Tu combien? penses que 350 millions de produits sur Amazon. Donc un de plus, ça ne changera rien. tu penses qu'une société qui vend des compléments alimentaires, mais qui n'est pas encore présente. Alors, une société, je veux dire, pas un private label qui vient de se lancer, qui vient d'acheter une formation à 1000 balles chez un formateur connu de YouTube, mais une vraie marque pharmaceutique qui existe, mais qui n'est pas encore présente sur Amazon, qui brasse déjà quelques centaines de milliers, voire des millions sur leur site internet. Est-ce que tu penses que malgré la concurrence sur les compléments alimentaires qu'on peut trouver sur Amazon, est-ce que tu la conseillerais quand même d'aller sur Amazon ou pas du tout par rapport à ce que tu viens de dire? Alors, c'est une bonne question que tu poses là, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, à ce moment-là, je vais faire une étude de notoriété de la marque. Les besoins d'une étude de notoriété de la marque. Si la marque est une marque, on va dire, assez régulièrement citée par les consommateurs, eh bien, oui, je conseillerais d'aller sur Amazon parce que là, ça vaudra le coup. Si c'est une marque inconnue au bataillon et que sur le complément alimentaire, il y a déjà sur le même complément alimentaire, je sais pas, 50 concurrents, qu'est-ce qui fera la différence? Est-ce que c'est le prix? Est-ce qu'ils sont moins chers que les autres? Et pourquoi pas à ce moment-là? Parce que souvent, il y a des gens, ils tapent, je sais pas, complément alimentaire pour X, voilà, X Oui. mots, X mal. À ce moment-là, on verra ce qui va se passer et ce qui va apparaître. S'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont apporter, en fait? Parce que leur marque n'est pas hyper puissante, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Un prix? Pourquoi pas? Un conditionnement différent? Ce qu'on appelle la galénique, pourquoi pas? Mais il faut qu'ils ramènent quelque chose. Si c'est, ah bah non, je vais vendre la même chose que les autres et je suis 2 euros plus cher, on arrête, c'est même pas la peine d'y aller. Ça sert à rien. Pour toi, Amazon, moi, j'ai une théorie. Dis-moi ce que tu en penses. Euh, je pense qu'Amazon donne à manger à tout le monde. Même si tu es à la 50e place dans les recherches d'Amazon sur ton mot-clé, par exemple, complément alimentaire, il va donner 80% aux meilleurs vendeurs, on est d'accord, mais Ouais. les 20% ou 10%, il va les dispatcher un petit peu sur plein de petits vendeurs pour voir comment ça mange, pour voir comment ça mord, pour amorcer le truc et pour voir si, au lieu de, je sais pas moi, peut-être une vente, il va lui en donner deux, trois, quatre, cinq, six. Mais pour moi, il y a vraiment un intérêt à Amazon de donner quelques ventes, même aux tout petits vendeurs qui sont dans les abysses en termes de recherche, en termes de conversion. Dis-moi enfin, ton avis là-dessus. Ah oui, oui, hein, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que la première page sur Amazon va réaliser 60-70% du chiffre et que celui qui est en cinquième page, bah, il va avoir un peu les miettes. Maintenant, quel est l'objectif du vendeur? Est-ce que c'est prendre ces miettes-là et ça lui suffit? Pourquoi pas? Si par contre son objectif c'est d'être en première page, eh ben, il va falloir développer une certaine stratégie pour être en première page. Et ça, je Je suis les d'accord. accompagne, on va travailler sur Amazon Ads, on va acheter des mots-clés. Voilà, est-ce qu'ils sont d'accord d'investir un peu pour gagner derrière? Alors, Amazon Ads, c'est bien aussi, mais là, s'il y a trop de concurrence, c'est pareil. Là aussi, je fais une petite étude. Je vais dire, ben voilà, le mot-clé est à 4 euros, on va peut-être se calmer, quoi, parce que là, c'est ouf. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vendez votre petit pot à 15 euros et on va mettre 4 euros pour l'achat du mot-clé. Là, vous avez intérêt à avoir une méga marge pour vivre, hein, parce que sinon, il ne reste plus rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, là, tu me fais penser à une question que j'avais pas notée. Est-ce qu'il y a un prix minimum pour commencer à vendre sur Amazon? Est-ce que les produits à 10 balles, à 10 euros, c'est intéressant de les vendre sur Amazon? Ou est-ce que... Moi, je dis toujours qu'il faut jamais vendre un produit en dessous de 20 euros sur Amazon. Bah, C'est le quoi prix ton de vente avis? moyen d'Amazon est à 27 ou 28 euros, je pense, hein, le panier Ok. moyen, donc il est assez bas.
Si on prend par rapport au e-commerce, on est plutôt à 70-80, hein, le panier moyen. Donc Amazon est beaucoup plus bas. Prime a aidé aussi on va dire, démocratiser et vendre des produits à petit prix. Donc ça aide. Alors moi, là-dessus, j'ai beaucoup travaillé avec une société et on s'est rendu compte qu'en fait, plus le conditionnement est petit, on va dire, et qui rentre dans une enveloppe quelque part, là, on peut le vendre à 10 balles, il n'y a pas de problème. Si vous avez de la marge, de toute façon, le transport, il va pas, même si c'est du FBA, il ne va pas vous coûter grand-chose parce que maintenant, des produits de moins de 10 euros, Amazon a mis en place le FBA pas cher. Donc ça peut aider aussi, quoi. Euh, Maintenant, si vous avez un gros conditionnement, pour chaque client, on va travailler sur le conditionnement parce que là, ça peut vite coûter cher, le transport, hein. Là, j'ai travaillé pour un fabricant de literie il n'y a pas longtemps. Là, je ne vous raconte pas le prix d'envoyer un matelas ou voilà, c'est plus la même chose. Donc voilà, il Euh, faut bien regarder quel est le conditionnement. un marchand de literie en FBA? Il fait quelques produits en FBA, oui, quelques Ok, produits, d'accord. pas tout, Ouais, hein. ça c'est. Le gros conditionnement, je ne le conseille pas sur Amazon. Ils sont très mal structurés. Ouais. Ils perdent beaucoup en plus de livrets. Ils ne sont pas aussi bons que dans le reste. Ok, d'accord. Est-ce que du coup, toi, tu as des conseils sur quand partir en FBA, quand partir en FBM? Alors souvent, je conseille à mes clients de faire les deux. S'ils peuvent, s'ils ont une logistique interne ou déportée, de faire les deux, parce qu'on se rend compte qu'il y a des clients. J'ai un de mes clients qui fait des jeux, des boîtes de jeux, hein, des jeux de cartes ou des jeux, voilà, comme ça. On s'est rendu compte, à un moment, il est tombé en rupture en FBA, donc on a créé le produit en FBM, évidemment, pour pas qu'il loupe. Et puis il a refait une livraison, et puis il s'est rendu compte, en gardant le FBM, qu'il garde quand même, on va dire, 10% des ventes en FBM. Donc, d'abord, l'avantage, c'est que l'algorithme, quand on n'a plus de stock d'Amazon, on peut vite se dégringoler dans les ventes. Et Oui. on perd en ranking, on devient beaucoup moins bon. Donc, si on a du FBM, on reste un peu dans le ranking. Ça évite, voilà, de dégringoler d'un coup. Donc, je conseille Donc souvent, si sur le vous avez même la avis, possibilité, sauf pour ceux qui ont 5000 références, évidemment, mais si vous avez la possibilité de faire FBM, FBA ensemble, et puis, comme ça, vous allez y gagner des deux côtés. Après, le FBA, alors il faut bien regarder la taille du conditionnement du produit parce qu'il y a des moments, ce n'est pas du tout rentable, mais Amazon a quand même très bien travaillé, ce qui fait que quand même beaucoup de produits restent. Il faut les faire en FBA parce que de toute façon, l'FBA, c'est pour avoir aussi la buy box, hein, il ne faut pas se le cacher. Et puis Amazon a quand même, c'est une machine de guerre extraordinaire. La logistique d'Amazon, moi je viens de la Redoute et je l'ai pas connu, c'était mes parents à l'époque, ou mes grands-parents, le 48 heures chrono, hein, que tout le monde dans l'historique connaît. Mais Amazon fait du 24 heures chrono régulièrement, quoi. C'est une machine qui fonctionne parfaitement. Pour le consommateur que je suis, en tant que consommateur, aujourd'hui, j'hésite entre deux, je passe une commande sur Amazon, je suis sûr d'être livré. Donc, oui. et je ne suis pas le seul, je fais des enquêtes de consommateurs assez régulièrement, les gens sont ravis d'Amazon quand même, Ouais. sur la Mais livraison. c'est un petit peu paradoxal parce que quand tu écoutes un petit peu enfin, le journal télé ou des émissions comme Quotidien, comme Hanouna ou ce genre d'autres bêtises, tu as l'impression quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anti-Amazon en fait. Alors que pas du tout, c'est juste une petite pourcentage qui passe à la télé, Ouais. mais qui reflète en fait beaucoup alors que dès que je demande, moi, à des gens autour de moi, encore hier, j'étais à la kermesse de mon fils, on a discuté un petit peu de boulot et forcément, ben, le métier arrive et je leur demande où est-ce que vous commandez sur Internet? 90% du temps, c'est Amazon ou c'est Discount ou une marketplace, en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que quand on me demande est-ce que vendre sur Amazon c'est mort, je leur dis pas ma façon de penser parce que c'est un petit peu biaisé, je suis dedans, donc forcément c'est pas objectif. Je leur dis posez la question autour de vous et demandez où est-ce que les gens achètent. Et où est-ce que les gens achètent? Il faut être vendeur, tout simplement. Donc voilà. Euh, Est-ce que toi tu penses que Amazon FBA est souvent, en tout cas c'est moins cher que de gérer la logistique tout seul en interne? Alors,
C'est aussi une bonne question parce que je l'ai travaillé avec un fabricant de café avec lequel j'ai travaillé. Je travaille toujours un peu avec eux, un peu moins aujourd'hui, mais je les ai vraiment aidés. Un très gros fabricant de café en France. Euh, et on a travaillé sur est-ce que ça vaut le coup le FBA par rapport à leur entrepôt. Donc, ce sont des gens qui vendent, vous trouvez leurs produits dans tous les hypermarchés de France et de Navarre. Donc, ils voulaient un peu savoir est-ce que ça vaut le coup. Donc, ils ont fait un conditionnement un peu particulier parce qu'au début, la petite boîte de café avec les 10 dosettes Nespresso, par exemple, c'était pas du tout rentable, hein, c'est clair. Les coûts de transport. Donc, ils ont retravaillé en faisant des packs de 200, par exemple, dosettes par rapport à leur logistique. Et voilà, quand ils ont trouvé le bon mix hein, entre le poids et le volume, en retravaillant leur pacte, eh bien, ils ont trouvé que c'était très intéressant le FBA. Parce que le coût d'Amazon reste assez raisonnable sur ce type de conditionnement. Hein, je ne parle pas des gros cartons, mais voilà, sur ce type de. Donc, par rapport à leur propre logistique, ils m'ont dit bah, on n'est pas perdant sur Amazon. Voilà, par rapport au service qu'apporte Amazon, on n'est pas perdant. Et ils ont leur propre logistique, donc ils savent très bien livrer des milliers de clients tous les jours. C'est pas un problème pour eux. Après, ce qui peut être un peu gênant pour certains, c'est avoir le double stock. Mais c'est une gestion informatique. Souvent, bah oui, je vais avoir du stock chez Amazon France, et puis bah, en même temps, je vais attaquer l'Allemagne parce que c'est quand même le plus gros marché européen. Donc, hop, je vais mettre du stock chez Amazon en Allemagne. Voilà, donc il faut juste gérer tous ces stocks. Voilà, c'est pas très grave, mais il faut savoir comment le gérer, quoi. Et puis après, c'est vrai qu'Amazon, de temps en temps, là, avec certains de mes clients, perd des marchandises. Il y a des voilà, c'est normal qu'ils ont des millions de références et de stocks qui sont un peu partout, donc c'est pas une machine infaillible. Il y a de temps en temps des erreurs. En général, ils le reconnaissent, on demande, ça traîne un peu et puis ils remboursent après. Voilà. Ouais, il y a des systèmes pour se faire rembourser la casse, la perte, etc., etc. Il faut Voilà, juste le faire, c'est pas automatique, donc voilà, c'est c'est sûr. ça. Pour toi, c'est quoi les erreurs communes que tu le vois le plus souvent chez des vendeurs que tu accompagnes ou sur des boutiques que tu audites tout simplement? Ouais, souvent c'est de la précipitation. Je trouve qu'il y en a qui vont très vite. Ils pensent que c'est la conquête de l'Ouest. Donc, ça y est, il y a de l'or, on va gagner énormément d'argent sur Amazon. On met une fiche de produit, mais alors vite fait, tiens, je vais demander à ma secrétaire de le faire parce que je n'ai pas le temps. Donc, hop, on met 3 photos qui sont pas terribles, hein, mais c'est pas grave, on va vite vendre le produit de toute façon. Et puis, au bout de 2 mois, ben, on a vendu un. Ah, ben ouais, Amazon, c'est nul, ça marche pas. Voilà. Donc, précipitation, euh, pas de réflexion dans le fond. On a les produits, on les met, on réfléchit pas. On va pas regarder la concurrence, on va pas faire une petite analyse. On va pas regarder les prix aussi. Donc, on est un peu souvent, bah, oh, c'est trop cher. Bah oui, mais moi, je peux pas baisser. Bah oui, mais pourquoi on a fait tout ça, quoi. Fiche produit qui est mal faite parce qu'il y a quand même des mots-clés. Hein, ça s'appelle le SEO. Donc, voilà, il y a tout ça à faire. Les belles photos, moi j'ai quand même travaillé aussi beaucoup dans l'image et donc c'est hyper important d'avoir une fiche produit A+ aujourd'hui. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas la fiche produit A+, bah, c'est la totalité de la fiche produit. Quand on scroll, on descend et on va voir l'image de la marque, on va voir les photos des produits détourés, on va voir les produits en mise en situation aussi. Ça, il faut le faire beaucoup. Hein, c'est très important d'avoir un produit. On vend un produit de cuisine bah, qui soit mis dans une cuisine pour voir un peu à quoi il ressemble au milieu de la cuisine, pour que les gens. L'objectif, c'est que les gens ne soient pas déçus, qu'il n'y ait pas de retour. J'ai commandé un produit, il est arrivé tout petit comme ça, je ne m'attendais pas du tout. Bah oui, c'est normal, il a été détouré, on ne le voyait pas du tout. Donc souvent, moi, je dis rajoutez, mettez-le en situation. Et même Amazon, j'ai eu mon conseiller la semaine dernière, pour un de mes clients, il m'a dit mais il faut faire que des produits détourés. Je dis, bah, vous êtes quand même gentil parce que vous nous dites qu'à chaque fois, il faut faire que des produits détourés. Et maintenant, vous me dites, pardon, qu'il faut faire des produits mis en situation. Elle dit, oui, oui, mais la première image doit être détourée, mais le reste, vous pouvez mettre tout en mise en situation. Donc voilà, ça, j'essaie vraiment de le travailler avec mes clients. Faire une belle fiche de produit A+, c'est vraiment important pour que le produit ressorte, qui rassure, avec beaucoup de rassurance, donc des termes qui vont rassurer le client parce que les gens achètent à distance, ils ne voient pas la couleur, ils ne voient pas le produit, donc il faut que tout soit bien détaillé. Et comme ça, le client, il pourra cliquer sur ajouter au panier et finaliser sa commande.
Voilà, ça c'est vraiment ce que je vais conseiller. Souvent, quand je vois mes vendeurs, je passe beaucoup de temps là-dessus. On va retravailler sur la gamme produit en disant ben, pourquoi vous avez mis ça, il y a trop de concurrence, on va retirer celui-là, on va plutôt mettre celui-là en avant. On va plutôt le mettre en lot de 2 parce que voilà, à l'unité, vous ne gagnez pas d'argent, mais en lot de 2, vous allez gagner de l'argent et puis en conditionnement, ça sera impeccable. Et ce n'est pas gênant pour le consommateur parce que ça peut s'acheter en lot de 2. Voilà, il y a vraiment tout ça à mettre en place. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, quand on a fait tout ce boulot-là, qui est un gros travail, on va travailler sur la publicité parce qu'Amazon Ads est quand même très important aujourd'hui. Plus il y a de concurrence, plus il faut mettre en place des campagnes publicitaires. Donc ça, c'est une deuxième étape. Alors je sais que j'ai des clients qui ne veulent pas y passer, mais ceux qui y passent, en tout cas, en général, sont très contents. On peut pas se passer de publicité, de PPC, d'ads sur Amazon? Pour moi, non. Dès qu'on veut croître, si on travaille, la notoriété, c'est pas obligatoire. Hein, j'ai travaillé avec le groupe Nestlé, je peux en parler. Là, il a fallu mettre des budgets pubs qui étaient assez conséquents parce qu'eux voulaient inonder le marché à un moment sur Amazon et qu'il a fallu mettre le tapis rouge. Et qu'on a fait du display. Et voilà, tout le monde n'a pas les moyens de faire du display. Mais sinon, une petite marque, j'ai des petits budgets. Hein, une marque, je veux dire, normale, j'ai des budgets. Il y en a où je dépense 100 euros par mois. C'est pas énorme quand on fait du chiffre. Et ces 100 euros peuvent dégager un complément. On fait du 10, on fait du 15, on fait du 20 fois les 100 euros. Donc, si je mets 100 euros, j'ai 2000 euros de chiffre d'affaires additionnel. Ça vaut quand même le coup, quoi. Donc, si je mets 200 euros, je vais avoir 4000. Vous voyez, c'est ça, à un moment, le client dit, ah oui, je peux, ma boutique fait 10 000 euros par mois. Donc, si je mets 1000 euros, vous pouvez aller jusqu'où, quoi. Et c'est ça où on va vraiment travailler. Et tout compte fait, ça fait une augmentation de chiffre et je passe devant mes concurrents. Alors que d'habitude, j'y arrivais pas. C'est pas parce que j'ai un buy box que je vais vendre mon produit. C'est sûr. Après, il faut quand même regarder la partie rentabilité, comme tu l'as mentionné tout à l'heure dans l'interview. Toujours savoir si, malgré les fils d'Amazon, malgré les coûts de production du produit et le PPC en plus, il faut quand même toujours garder une notion de rentabilité à long terme, j'ai envie de dire. On peut être perdant sur quelques semaines, quelques mois, mais au final, il faut pas oublier cette notion. Du coup, comment tu fais, toi, pour gérer un petit peu ton PPC? Tu as des outils que tu utilises? Tu fais tout à la mano? Alors, Parle-nous. je ne cache pas, je suis abonné chez Helium 10, donc là, ça m'aide quand même beaucoup. Il y a énormément de données dessus. On récupère quand même beaucoup d'infos. Et puis après, j'ai mes outils perso que j'ai développés OK. qui me permettent juste voilà, de vérifier chaque campagne avec chaque client. Et puis, ça, je le fais un peu à la mano, mais ça fait partie du business. Hein. Et puis, voilà, avec Helium 10, ça me suffit. Les deux ensemble, j'y arrive. Après, j'ai utilisé plusieurs euh, petits outils, mais voilà, je ne les mets pas toujours en avant. OK, très clair pour moi. C'est toujours une notion un petit peu délicate sur le PPC parce que c'est quand même très, très, très chronophage d'aller regarder les mots-clés, de les enlever, de faire des campagnes spécifiques, et cetera, et cetera. Donc ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Surtout quand on peut gérer des lots de références comme toi tu peux avoir. Ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps, je pense et il y a je pense des vrais outils à développer et j'ai Ouais. l'impression qu'on est quand même un petit peu en retard, sur ce niveau-là, Oui, alors sur il les faudrait peut-être se documents. rapprocher des Américains parce que ils ont développé des outils. Donc, je me rapproche pas mal des États-Unis là depuis le début d'année justement pour essayer de récupérer des outils qu'on n'a pas en France en fait. Donc, je pense qu'il faut aller, D'accord. il faut les gratter là-bas. Ouais, je pense aussi, ouais, tout à fait. Il faudrait plonger le sujet un petit peu, C'est une pour bonne idée. vraiment tester et tout et cetera et cetera. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande vraiment beaucoup de temps et sur lequel, en fait, si tu te trompes, tu peux perdre quand même beaucoup d'argent. Donc, la rentabilité de payer un outil quelques centaines d'euros, elle est peut-être quand même assez vite rentabilisée Oui, sur peut-être pas sur des petits private labels, mais sur des marques qui ont quand même pas mal de refs, oui. ça peut être intéressant, donc très clair. Hem, Benjamin, pour toi, c'est quoi l'ordre d'ouverture des marketplaces? En gros, est-ce que d'abord je dois ouvrir mon site internet, ensuite c'est Amazon, ensuite c'est Cdiscount, ou est-ce que tu as un ordre différent, ou est-ce qu'il faut inonder le marché avec un gestionnaire de flux? Bah, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Alors, est-ce que déjà la première question,
Euh, Là, j'ai travaillé avec un fabricant dans le domaine du jardin. Hein. C'était assez intéressant. Je dis, est-ce que vous avez déjà un site internet? Ben, il vend ses produits déjà chez Leroy Merlin, il vend ses produits dans toute la distribution. Je dis, est-ce que vous avez déjà un site internet? Ah non, non, on a un site vitrine, mais voilà. C'est quelqu'un qui fait des gants. Voilà. Des gants de jardinage, des gants de bricolage, des gants, voilà. Et je dis, est-ce que vous avez un site? Ben non, on a un site vitrine, mais c'est tout. On n'a pas de... On veut pas faire on veut pas faire du e-commerce. On dirait que ça ne nous intéresse pas, puisqu'on revend déjà à tout le monde. Et puis on veut pas se mettre à dos tous nos clients, machin. Donc voilà, il me dit, mais alors je dis, ben, pourquoi vous voulez aller sur Amazon? Ben, en fait, je veux aller sur Amazon parce que ça me titille un peu quand même. Est-ce que on n'est pas présent sur Amazon? Nos vendeurs et revendeurs ne sont même pas sur Amazon. Et on se dit que ça serait peut-être intéressant quand même de pouvoir distribuer nos produits. Donc voilà, l'idée, je dis, bah, si vous pouvez créer un site e-commerce, mais c'est vrai que c'est pas idiot. Maintenant, il faut mettre la ressource en face, hein, puisque votre site e-commerce sera quand même plus, on va dire, je dis pas plus rentable, mais la marge d'entrée sera plus élevée. Par contre, le temps que vous allez consacrer, le marketing et tout ça va vous prendre, voilà. Donc on a étudié, on a fait plusieurs colonnes, on a dit site e-commerce, voilà, et combien ça coûte. Donc on a tout chiffré. Hein, et puis après, j'ai mis en face Amazon. Amazon, bah, il n'y a pas de frais. Vous n'avez pas de mettre 10 personnes dessus, il n'y a pas besoin de passer par une agence particulière. On peut se faire aider, voilà. Mais, et donc, on a fait la même colonne, même s'il y a 15% en face, qui va être pris par la. C'est pas énorme, en fait, hein, contrairement à ce qu'on pense, puisque par rapport à un site e-commerce, il s'est vite rendu compte que la ressource qu'il devait mettre sur le site internet et la ressource pour Amazon, bah, il y a beaucoup moins de ressources sur Amazon, ça va beaucoup plus vite, le retour sur investissement est bien plus rapide, et on peut même former les gens en interne, c'est-à-dire que quelqu'un, alors c'est moi qui ai formé les gens chez eux, par exemple, il y avait 2 personnes que j'ai formées qui peuvent très bien gérer Amazon directement. Après, on a créé un store pour eux. Voilà, je les ai aidés vraiment à démarrer, et aujourd'hui, ils vendent leurs gants sur Amazon, alors qu'ils n'ont pas de site e-commerce, ils n'ont rien d'autre. Donc, et ils en sont ravis. Voilà, eux, c'est le petit complément qui leur permet, et ils ont travaillé, d'abord, on a travaillé sur la notoriété, et au bout de 2 ans, ils ont dit, ah, bah, ça serait bien maintenant qu'on fasse un peu plus de chiffre, donc je les ai accompagnés pour développer le chiffre d'affaires. Mais voilà, c'était ça. J'ai un autre fabricant qui est assez amusant à Paris, qui fait la parfumerie. Alors ça, il travaille pour la grande distribution, beaucoup de parfums que les gens achètent. Alors c'est pas de la grande marque, hein, mais c'est de la marque, on va dire, distributeur ou leur propre petite marque, et qui avait son site e-commerce et qui en avait marre parce que c'était un gouffre au niveau personnel, les gens qui travaillaient dessus, les agences qui bossaient dessus, enfin, ils en ont eu marre. Et donc, on est passé sur Amazon avec eux, Amazon Seller, et bah, très rapidement, il a dit, son site internet, il a baissé on va dire les dépenses parce qu'il en avait ras-le-bol, et ça se maintenait, on va dire, tout doucement, et puis je pense que ça va descendre. Et Amazon a pris le lead tout de suite, il passait devant. Et même sur Google, quand on tapait leur marque, c'était Amazon en premier. Leur site il dégringolait. Donc, et il m'a dit, j'ai eu là il n'y a pas longtemps, il m'a dit, moi je suis ravi d'être sur Amazon, ça me coûte 10 fois moins cher. Et mon métier, c'est pas obligatoirement que de vendre, quoi. Hein. Enfin, c'était un producteur de parfums. Donc, il dit, mon métier, c'est pas de faire que du e-commerce, moi. Hein. Donc, il était ravi, quoi. Et parce qu'il faut pas oublier que vendre, enfin être e-commerçant, ça demande quand même beaucoup de compétences, soit en interne, soit en externe, soit formé, etc., etc. Donc on a parlé de SEO, de SEA, de rédaction de fiches produits, de logistique, de photographie, de vidéo, enfin, de réseaux sociaux, etc., etc., d'amener du trafic aussi. C'est quand même très chronophage versus Amazon. Amazon, en fait, on peut le considérer aussi comme un distributeur, tout simplement, hein, donc comme Leclerc, comme Auchan, comme Voilà. le retail traditionnel. On envoie nos produits là-bas, et si le travail de ton client là, qui est parfumeur, c'est simplement de produire des bons parfums et de pas se faire chier, Ouais. Amazon, ça peut être une solution, comme être présent dans la grande distribution.
et d'envoyer le meilleur produit, de se focus là-dessus et c'est tout, basta. Donc c'est sûr et certain que ça coûte 15% de marge, voire 20 avec tous les différents frais annexes, etc., etc. Mais d'un autre côté, on est tranquille. Ah oui. Ah oui, oui, non, mais là, c'est frappant la différence. Alors, tu l'as dit, un site e-commerce, c'est pas un métier, c'est 20 métiers. Pour être partout, c'est pas possible, quoi. Il faut être dans les réseaux sociaux, les influenceurs, le marketing. Enfin, vraiment, c'est 10 métiers. Alors que sur Amazon, bah, ces 10 métiers, c'est quelque part, on les resserre sur un ou deux métiers, donc ça va beaucoup plus vite. On peut former les gens en interne dès qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de redémarrer tout à zéro. Et on s'en fait un monde, mais c'est plutôt assez rapide. Ouais. Monter une boutique, créer 10 produits, on va dire, sur une semaine, c'est faisable, quoi. Alors qu'un site internet, il va falloir mettre à jour parce que je suis sur PrestaShop 1.6, 7, 8, 9 pour démarrer. Enfin, il y a toujours quelque chose. Je sais, moi, j'étais sur Magento, ensuite, je suis passé sur PrestaShop. Donc, j'ai fait toutes ces migrations. Et c'était l'enfer. Avec le serveur qui plante, le machin, le truc, on est derrière. On n'arrêtait pas. Là sur Amazon, on n'a pas ce genre de questions à poser. Il faut juste avoir des fiches produits qui sont bien faites, des bonnes photos. Et ça, c'est à la portée de beaucoup de monde. Et puis, c'est lancé. Et puis, voilà. Et après, dès qu'on veut attaquer Amazon Ads, ben, c'est pareil. Moi, je fais des formations. J'aide les gens à comprendre le système. Il n'y a pas besoin d'être tous les matins derrière pour gérer sa campagne publicitaire. On peut automatiser énormément de choses. On peut faire du repricing aussi sur Amazon, qui est Exact. maintenant automatisé. On n'est pas obligé d'avoir 50 outils. Donc, quelqu'un va dire qu'on va former, qui a une tête bien faite, il pourrait passer allez, une journée par semaine sur Amazon et le résultat, il fait autre chose. Ouais. S'il a des bons systèmes d'alerte, il reçoit ses messages par email, il répond aux clients par email, voilà. Mais il n'est pas tous les jours sur Amazon H24. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et un gain de temps sur lequel on a en France combien 40 millions, je pense, de clients qui sont sur Amazon, qui ont un Ouais, compte. c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et après, gros avantage aussi, bah, je pousse tous mes clients à faire ça, c'est très vite passer au système européen. À partir du moment où ils ont des produits qui peuvent se vendre dans tous les pays. On attaque l'Allemagne en premier parce que l'Allemagne, c'est le numéro un de la vente à distance d'Internet en Europe. Et puis après, on attaque sur les autres. Aujourd'hui, Amazon a mis en place, alors c'est un peu long, le système COS, je ne sais pas si tu as entendu parler, Call of Stock. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça aussi, là, j'ai pas mal de mes clients qui commencent à y arriver. C'est extraordinaire parce que c'est un stock chez Amazon et on vend dans toute l'Europe sans avoir un numéro de TVA par pays. Voilà, c'est très bien fait. Bon, c'est un peu lent, je trouve, les équipes d'Amazon. On aimerait que ça aille plus vite. On est toujours impatient et mes clients le sont et je le comprends. Mais voilà, Tu Amazon, peux, c'est tu peux- peut-être tu peux développer un petit peu justement ce nouveau programme d'Amazon là par rapport au Pan Europe ou par rapport au FBA traditionnel avec un numéro de TVA français? Oui, alors c'est un peu lent parce que ça devait démarrer en juillet 2023. Hein, les équipes d'Amazon que j'ai assez régulièrement en ligne, oui, oui, bah, ça, ouais, bah non, ça va pas démarrer. Donc septembre, bah non, 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 bah, ça va arriver, ça va arriver. Vous n'avez pas bien rempli les bons critères, donc on a tout rempli, on a tout fait. Voilà, on est les petits soldats, tout est impeccable. Et là, ça a démarré en début d'année 2024, quoi. Ça vient de se lancer. Et j'ai 5 clients qui sont prévus de passer en COS là. Sur les 5, j'en ai un seul qui a été validé. Donc, j'attends encore pour les autres. Et c'est quoi le concept exactement de ce nouveau programme d'Amazon? Bah, en fait, c'est simplifier l'ouverture des ventes pour l'Europe. En fait, c'est qu'il faut au moins vendre sur 4 pays obligatoirement. Sur 4 pays, il faut que les fiches produits soient dans les 4 langues. Amazon aide là-dessus, mais qu'on ait créé ces fiches produits dans les 4 pays. Donc, si je prends France, Allemagne, Italie, Espagne, par exemple, tous les pays ne sont pas ouverts pour ça. Donc, j'ai ces 4 pays, je mets mon stock en France et obligatoirement Amazon, puisque j'ai créé mes fiches produits sur ces 4 pays, Amazon va envoyer du stock au plus près du consommateur. Donc, il va envoyer du stock en Allemagne, en Italie, en Espagne. Moi, je n'ai pas besoin de numéro de TVA de tous ces pays-là. C'est Amazon qui le gère et je n'ai pas de surcoût quand un client allemand passe une commande. Ben, moi, je paye en FBA le même prix qu'un client français. Et mon stock est déporté, mais je peux jongler et dire, bah non, je veux pas trop de stock en Allemagne.
Voilà. C'est comme si j'avais mon stock en France. Si je veux le rapatrier, j'appuie sur un bouton et c'est rapatrié. C'est Amazon qui gère complètement le flux de chaque pays. Moi, j'ai un stock France et je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est envoyé un peu partout. Et, euh, et j'ai la Prime dans tous les pays quand même. J'ai le Prime dans tous les pays et donc je peux avoir la buy box dans tous les pays. Ça, c'est quand même canon. Ça, c'est bien. Il faut juste, je me permets de rajouter un petit historique. En fait, en 2015, moi, quand j'ai commencé à vendre sur Amazon, Oui. tu pouvais vendre aussi sur les différentes marketplaces. Donc, moi, j'avais tout mon stock en FBA France, donc dans les Mhm. entrepôts d'Amazon France. Et pourtant, je pouvais quand même vendre en Allemagne, en Italie, en Espagne, C'est etc. vrai. Le problème, c'est que je faisais des ventes logistiques internationales. Donc, le prix à moi me coûtait beaucoup plus cher et en plus, j'étais pas en prime. Mais c'était faisable. Donc, Oui, d'après un stock français, on pouvait quand même vendre en Allemagne, on pouvait quand même vendre en Italie, etc. Ensuite est arrivé Pan Europe. voilà. Pan Europe, c'est on envoie notre stock chez Amazon France ou n'importe lequel entrepôt, et c'est Mhm. ensuite les algorithmes d'Amazon qui vont dispatcher notre stock dans les différents pays des marketplaces où ils ont des centres logistiques en Europe. Problématique, c'est qu'il fallait avoir la loi dit qu'il vous faut un numéro de TVA dans chaque pays où vous avez du stock. Ouvrir 7, je crois que c'était 7, 7, 8 ou Ouais. 9 numéros de TVA, c'est chronophage, c'est long, enfin, ouvrir un numéro TVA en Espagne, c'est la croix et la bannière, d'accord? Ouais. Il y a des services qui existent comme Avast, comme Avalara ou VAT Global, ce genre de prestataires, mais ça coûte quand même un petit billet. Oui. Mhm. Et maintenant vient le nouveau service d'Amazon qui vient killer un petit peu tous ces prestataires. Oui, tout à fait. Non, mais tu as bien fait de faire l'historique parce que c'est vrai. Alors, il y avait aussi les seuils. C'est que avant, je vendais en Allemagne moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. On m'embêtait pas. C'est Si ça. je passais au-dessus, c'était 150, je pense, 150 000 euros. Là, je devais déposer un numéro de TVA. Mais, Exact. et le problème, c'est que l'Europe a diminué tous les seuils à 3 000 euros, je pense. Hein. C'est 3 000 euros à l'étranger. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, 10 000 dans toute l'Europe, je crois. c'est combien? 10 000 dans toute l'Europe. Ou c'est 10 000, oui. Voilà, les seuils ont été fortement baissés, donc on se retrouve aujourd'hui. Voilà, si je fais plus de 10 000 euros en Allemagne, ben, je dois déposer un numéro de TVA. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui ne veulent pas. Parce que Oui, c'est chronophage, tu l'as dit, ça coûte quand même un petit billet. Et qu'il faut gérer tout ça au niveau comptabilité, machin. Et donc, exact. il y en a plein qui ne voulaient pas. Alors que le COS, justement, ben, ça y est, on n'a plus ce problème-là grâce au COS. Quoi. Ça va être magique. Ça va être Ouais. sincèrement magique. Justement, là, tu parles de problèmes à gérer, etc. Moi, je me rappelle quand j'avais mon logiciel AMZ Cockpit, Cockpit Lab, pour la facturation, j'avais un client qui vendait des mini-voitures, des mini tu sais, comment ça s'appelle là, les voitures de collection en petit. Il brassait quelques centaines de milliers d'euros sur Amazon tous les ans. Ah ouais. Ça m'avait choqué, hein, vraiment. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu vas pas sur Amazon, sur Cdiscount? Et il m'a dit, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec la facturation. À l'époque, c'était le système de facturation qui n'existait pas sur Cdiscount. Et il Mhm. m'a dit, donc, voilà, je lui ai dit, mais tu pourrais au moins faire 10, 15, 20% de chiffre d'affaires sur Cdiscount, d'accord? Parce qu'il y a des anti-Amazon, parce que bah, Ouais. Cdiscount a quand même des parts de marché. Et il me dit, je préfère faire ça. Je préfère me séparer de ce chiffre d'affaires plutôt que de me faire chier avec tous les ennuis qu'il va Ouais. y avoir derrière. Et Ouais. c'est un petit peu ce que tu rejoins. Comme tu l'as dit, Amazon Allemagne est la première marketplace des différentes Europe. marketplaces sur Amazon en Europe. Et pourtant, il y a des gens qui n'y vont pas. Mhm. Et c'est par simplicité, c'est par flemme, j'ai envie de vous dire. Et l'idée, c'est avec tous les nouveaux programmes d'Amazon qui vont arriver, c'est justement de vous simplifier la vie. Et clairement, c'est quelque chose sur lequel il faut, je pense, investir un petit peu de temps, d'argent pour se renseigner, peut-être pour se former ou peut-être pour simplement prendre quelqu'un qui va faire le travail, le setup à la place des gens, et ensuite, une fois que ça roule, on n'y touche plus grand-chose, j'ai envie de vous dire, à part une petite gestion hebdomadaire. Mhm. Mais l'idée maintenant, ma question, c'est, on a notre site internet peut-être, on a ouvert Amazon France, on ouvre ensuite Amazon, les autres marketplaces d'Amazon Europe, d'accord? Et ensuite, c'est quoi? C'est Discount, Mano Mano, Miracle, c'est quoi les autres marketplaces qu'il faut ouvrir?
Alors, déjà aussi, j'ai le cas d'un de mes clients, hein, j'essaie de citer des clients, qui fabriquent un produit français d'habillement. D'accord. Il y en a quand même, hein, un peu comme le slip français, mais c'est pas lui, c'est un autre. Hein. J'ai pas le slip français comme client, mais et qui avait démarré sur Amazon, qui fait un très beau chiffre sur Amazon de produits français, franco-français. Et il a travaillé sur toute l'Europe. Et à un moment, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, j'ai dit, mais avant de quitter Amazon, est-ce que votre produit pourrait pas être exporté aux États-Unis? Par exemple. Et donc, on a ouvert, maintenant, c'est beaucoup plus simple aussi d'ouvrir Amazon US. Hein. Avant, c'était un peu plus compliqué. Là, c'est vraiment simple. Je lui ai ouvert Amazon US. On a démarré, on a envoyé un stock là-bas. Hein, c'est pas très très compliqué aussi. Avec un transitaire, ça va assez vite. Alors, enfin, c'est parti de France. Et puis, eh bien, très vite là-bas, il a commencé à faire des ventes. Le marché, c'est 350 millions de consommateurs. Donc, c'est juste énorme. Il a mis en avant le Made in France. Donc, c'est plutôt super. Moi, j'étais très fier et très content. Et on a démarré assez rapidement l'Amazon Ads aussi parce qu'il avait bien compris que ça fonctionnait comme ça et que sur la France, on le faisait beaucoup et sur l'Europe aussi. Donc, aujourd'hui, il fait, on va dire, 50% de son chiffre Europe, il le fait aux États-Unis. Donc, moi, je suis assez content. Voilà. Après, il m'a dit, est-ce que je vais attaquer le Mexique? Est-ce que je vais attaquer le Canada? Je dis, bon, on va peut-être y aller doucement, mais voilà. Et voilà. Déjà, il y a possibilité d'Amazon outre-Atlantique, et ça peut être intéressant. Sur le Là, marché français ou européen, je te coupe. oui. J'ai toujours une question des nouveaux vendeurs, surtout, ou même des vendeurs un petit peu plus aguerris. Est-ce que j'ai le droit d'aller vendre aux États-Unis avec ma société française? Alors oui, c'est une bonne question. Il a fallu qu'il crée quand même, euh, on va dire, une coquille vide, hein, une société aux États-Unis. Ouais, ça a été, dès le départ, on s'est posé la question et il a fallu quand même qu'il ait une société américaine. Ça se crée en 10 minutes, ça va très vite, mais Ok, il fallait qu'il ait un numéro américain. d'accord. Pour moi, on peut faire de l'export sans Ouais, alors, avoir. oui, je pense qu'on peut, mais il a vu avec son expert comptable, l'expert comptable lui a dit que ce serait mieux d'avoir une société américaine. D'accord, ok. Donc, moi, je conseille, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on peut, dans tous les cas, faire de l'export aux États-Unis, aux Émirats arabes, etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on atteint des paliers quand même de Oui, chiffre d'affaires assez intéressants, on ouvre une structure. Mais dans un oui, premier temps, on peut tester le marché sans structure juridique dans chaque pays du monde, etc., etc. Au moins, ça nous permet de tester sans avoir de frais supplémentaires, de système un petit peu juridique complexe ou quoi que ce soit. Donc voilà. oui, oui, je pense Mais ok. aussi. Alors Donc une après, fois qu'on a ouvert dans les le business en États-Unis, France, pour revenir sur ta question, euh, il y en a des. Alors, ça dépend des catégories de produits. Hein, c'est ce que je dis à chacun de mes clients. Si vous êtes, je sais pas, dans le bricolage, on va essayer de regarder quels sont les marketplaces qui sont bonnes dans le bricolage. Donc, le petit conseil que je dis à chacun, vous vous mettez sur ça s'appelle Google. Hein, vous mettez en navigation privée et vous tapez les mots-clés de vos produits. Et on va voir quels sont les marketplaces qui apparaissent. Donc voilà comment on fait une recherche assez simple qui coûte pas cher et qui va assez vite. Si on voit que c'est Mano Mano qui sort, eh ben on y va. Mano Mano est une super marketplace. J'aime beaucoup travailler avec eux. Super boîte. Voilà. Laura Merlin, très bonne, elle est passée en marketplace, pareil. Hein, après, bon, on va regarder. C'est discount pas sur tous les produits. Hein. Évidemment, c'est le numéro un français, mais est loin derrière Amazon. Quand je dis numéro un français, Cocorico, mais Amazon est bien devant, on est d'accord. Hein, c'est même pas la moitié, ces discounts, hein, en chiffres. Hein, c'est bon. C'est pas toujours facile. Hein. J'ai quelques clients qui ont du mal avec ces discounts. ah, Euh, c'est un calvaire, hein. Moi, je me rappelle quand c'était en 2016. Alors, en 2016, c'était encore pire que maintenant, hein, mais je sais que moi, sur ma marque de barbe, j'avais voulu vendre sur Cdiscount, que je vendais bien sur Amazon. Du coup, j'ai créé un compte sur Cdiscount. Il y a un account manager qui m'a appelé. Franchement, c'était juste un calvaire de créer un produit sur Cdiscount. Franchement, c'était la merde. Et je sais pas comment c'est aujourd'hui parce que j'ai pas trop mis le nez dedans, mais sincèrement, c'était horrible, horrible. Et je comprends pas en fait parce que
Quand on crée une marketplace de toutes pièces, j'ai envie de vous dire, OK, on n'a pas de référence. Mais là, les développeurs, les product owners de tout ce que tu veux chez Cdiscount, ils ont juste à se créer un compte sur Amazon et de faire copycat et c'est terminé, j'ai envie de te dire. Et, et en plus, ça simplifierait les gestionnaires de flux. Ah ouais. Ah ouais, non, mais alors, je partage à 1000% ce que tu dis. J'ai galéré aussi comme un malade sur ces discounts jusqu'au jour où j'ai eu Shopping Feed et là, ça a été un flux et là, ça a bien marché. Mais tant qu'on est dans le back-office et c'est encore pourri, hein, j'y vais de temps en temps pour certains de mes clients, c'est l'enfer, quoi. C'est super mal fait, il n'y a rien qui passe, enfin, on ne comprend pas pourquoi le produit est en avant, pourquoi il n'est pas en avant, pourquoi il s'arrête. Enfin, c'est l'enfer. Et les conseillers, ils n'en peuvent plus eux-mêmes. Quand on a au téléphone, ils en ont ras-le-bol aussi. Donc, bon, je ne sais pas comment ça va finir. Mais par contre, quand on a un gestionnaire de flux, là, on n'est plus embêté, ça marche très bien. Je pense que ça marche mieux presque avec des fichiers CSV que sur le back-office, clairement. C'est Donc, clair, je suis voilà. tout à fait d'accord avec toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, si tu veux qu'on discute un petit peu des gestionnaires de flux, c'est que quand j'étais exposant en 2022 au Paris Retail Week, j'étais exposant et il y a quand même pas mal D'ailleurs, je crois qu'il y a un de tes clients, je sais pas s'il est client, Ponera. C'est un client à toi? Non? Non. Ah, ouais, j'ai cru que c'était un client à toi. Parce qu'il vient de Lille aussi, je crois. Donc, très gros vendeur sur tout ce qui est cheval, etc., etc. Mhm. Quelque chose qui m'a choqué sur, je sais pas, peut-être 20 ou 30 e-commerçants avec qui j'ai discuté, qui font quelques centaines, voire millions de chiffres d'affaires. Ils avaient tous la même stack technique, un PrestaShop, un shopping feed, Mhm. et ça balance sur les marketplaces. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai C'est quoi? plusieurs clients pareils. Tu as raison. Ça m'a vraiment choqué de voir que tout le monde avait ce flux, enfin, cette type. Pour moi, il y avait aussi peut-être du Shopify. Personne n'utilisait Shopify, personne n'utilisait WooCommerce, Ouais. personne. C'est vraiment, ça m'a vraiment choqué, personnellement. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai plusieurs clients pareils. Un Prestor, même pas de site e-commerce, on est d'accord. C'est juste le Presta qui gère les flux. En fait, c'est comme si on avait un fichier CSV, plutôt que c'est Presta. C'est plus simple pour la création, hein, plus agréable. Et puis après, pouf, il balance sur Shopping Feed et ça marche très bien. Exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et moi, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, mais en fait, les gros ont toutes. Et quand tu tapes des mots-clés sur Internet ou ce que tu cherches un petit peu, c'est pas ce genre de. Enfin, tu trouves pas l'information de comment structurer ton back-office ou ta stack technique pour vraiment aller taper des gros chiffres d'affaires, des centaines de milliers, voire des millions, comme je l'ai dit précédemment. Et c'était vraiment. Donc voilà. Donc si vous avez l'ambition de faire des gros chiffres, je pense qu'il faut un Presta Ouais. et un shopping feed. Oui, oui, tout Voilà. à fait. Je suis bien d'accord. Alors, il y en a. Ben, je sors d'une étude pour un de mes clients qui veut investir dans un agrégateur de flux, comme ça se dit, et qui m'a demandé une étude complète. Donc, j'ai un dossier complet et qui est très actualisé, hein, puisque je l'ai fini fin avril, le dossier, et que je l'ai présenté début mai, donc il a à peine un mois. Il y a en fait je sais pas, une dizaine facile en Europe d'agrégateurs de flux. La France, c'est celui qui en a le plus. Euh, et aujourd'hui, dans ceux qui marchent bien, après, il y a un problème de coût parce que réellement, c'est quand même très onéreux, hein. Si on prend Lengo, Shopping Feed qui a vraiment augmenté ses coûts aussi, si vous avez plusieurs marketplaces, eh bien, ça peut vite monter à plus de 1 000 € par mois quand même de branchement, hein. Donc voilà, il faut le savoir. Si vous n'avez pas, on va dire, le chiffre en face, ça ne sert à rien d'y aller. Il y en a qui sont pas chers, mais qui ont un système qui a 20 ans. Donc il faut aller dessus, mais c'est pas très cher, ça c'est vrai. Et puis sinon, ceux qui fonctionnent bien, et puis maintenant il y a l'IA qui est arrivé dans ces deux-là, là, Lengo et Shopping Feed à intégrer l'IA dedans, bah, c'est vite des gros coûts. Mais si vous avez si vous avez les moyens de payer 1 000 € au moins par mois, allez-y parce que là, c'est au niveau puissance, ça démultiplie à mort, quoi. On gagne un temps fou. Ce que tu conseilles, du coup, c'est shopping feed en un, Lengo en Ouais. 2. Alors, Lengo, c'est pour les très grosses structures, donc les gens qui ont des gros catalogues. Ça peut Ouais. valoir le coup. Mais Shopping Feed est vraiment, pour moi, il est loin devant tout le monde aujourd'hui. Après, il y en a d'autres, des petits. Voilà, ça dépend ce que vous voulez. Mais Shopping Feed, si vous avez. Voilà, pour moi, c'est le numéro un.
Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, hein, dans l'étude que je viens de faire, quoi. Ok. Alors après, pour revenir sur les marketplaces, il y en a de plus en plus. Hein, plus de 50% aujourd'hui du e-commerce en France est généré par les marketplaces, donc c'est juste important. Attention à la dispersion. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est est-ce que vous êtes capable de gérer 10 marketplaces, quoi. Est-ce que ça Ouais. vaut le coup d'aller ouvrir aujourd'hui un eBay pour faire 3 ventes par mois? Dites-le moi, quoi. Parce que c'est de la gestion de flux. Si vous devez mettre ces flux sur un shopping feed, ça va vous coûter. Si vous le faites en direct, bah, c'est du temps pour 3 ventes par mois. Donc, et souvent, là, j'ai le cas là, de plusieurs clients en début d'année qui sont des clients qui avaient comme ça développé beaucoup de marketplace en pensant qu'ils allaient faire du chiffre, du chiffre. Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je deviens un fossoyeur de marketplace. C'est que j'arrive et je les ferme. Hein. Le sabre, clac, clac. Non, parce que c'est le temps qu'ils consacrent, le machin, pour un eBay où ils font 3 ventes par mois, et j'en ai plein, hein. Les clients qui ont ouvert eBay, ça s'est effondré. Je parle d'eBay comme ça, comme il y en a d'autres, hein, mais il faut bien regarder est-ce que ça vaut le coup. Vaut mieux tenter à avoir que 3 marketplaces sur lesquels on va miser du temps et sur lesquels il y a une capacité de trafic et de volume et de chiffre d'affaires. Ça vaut le coup. Mais le reste, attention, la dispersion, c'est chronophage et ça sert à rien. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi que il faut bien choisir ses marketplaces, il faut analyser et c'est pas parce que tu en ouvres 50 que tu vas multiplier ton chiffre d'affaires par 50. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une notion, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai eu un petit débat sur LinkedIn. Est-ce que ton avis sur le duplicate content, sur le SEO, et cetera, une fiche produit sur ton site internet et on va faire simple. Est-ce que tu rédiges la même fiche produit sur ton site internet que sur Amazon ou tu fais 2 fiches produits? Alors, Amazon est plus puissant que tout le monde. Donc, à partir du moment où on va repiquer une fiche produit de son site sur Amazon, Amazon va vous bouffer et dès qu'on tapera le mot-clé, vous allez disparaître sur votre fiche produit de votre site internet. Donc, moi, je conseille de ne pas faire dupliquer. Je conseille de créer des fiches produits spécifiques par marketplace. Alors, je sais que c'est du travail et on me l'a déjà dit. Alors maintenant, avec ChatGPT, il y a un moyen d'aller beaucoup plus vite. Elle gagne beaucoup de temps. Hein, mais voilà, si on a les moyens, si on peut le faire, créer une fiche produit par marketplace, c'est nettement mieux. Il y a des possibilités aujourd'hui avec des petits outils de faire différent par marketplace. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour toi. Moi, je pense que ça dépend en fonction du temps que tu peux allouer justement à cette tâche. Dans un premier temps, je te dirais que tu utilises un gestionnaire de flux ou pas, d'envoyer la même chose partout. Comme ça, au moins, tu es présent, ça commence à ranker, ça commence à faire son truc. Et après, petit à petit, tu viens modifier tes différents. Mais pour moi, comme tu l'as dit au tout début, que tu es alors, sauf si tu fais une fiche pourrie sur Amazon, mais dans tous les cas, c'est Amazon qui passera devant ton site internet parce qu'il a plus de puissance, plus de jus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps, d'investir du temps dans une. Encore une fois, sauf si tu passes par de l'IA, et du coup, ben, ça va le faire en Voilà. bulk et assez en automatique. Pour ça, ok, pas de problème. Mais si prendre des gens en Si on va le interne pour toucher, aller faire 2 fiches produits voilà. ou même demander à une agence de le faire, je trouve que Ça va coûter ça vaut beaucoup. pas le coup, Non. enfin, en tout cas, c'est mon avis perso, hein, donc Oui, oui, oui. Non, mais c'est parce qu'il y a l'IA aujourd'hui que je le conseille. ouais. Euh, Oui, je suis d'accord. S'il n'y a pas l'IA, c'est clair qu'on n'a pas le temps de refaire une fiche produit complète. Et là, ça prend des Une reflux. bonne fiche produit, ça prend quand même du temps Oui. et surtout si tu parles de contenu A+, ça prend encore plus de temps et là, clairement, en fait, c'est pour le gain, franchement, donne-moi cette stat du coup. Quand toi, tu avais tes 2 marques, en 2015, je crois que c'était tes Oui. 2 marques à toi. Quand tu as commencé à vendre sur Amazon au bout de quelques semaines, 1 mois ou 2 mois, c'est quoi la répartition de ton chiffre d'affaires, ton site internet Magento versus ton Amazon? Euh, Ça a été très vite sur Amazon. Hein. C'est vraiment, j'ai été frappé de la vitesse à laquelle ça s'est développé. Très vite, je faisais 80% du chiffre sur Amazon. Ouais, c'est ça et c'est pareil pour moi, en fait. Franchement, moi, j'ai commencé à vendre sur Amazon
Ensuite, le problème, c'est qu'en 2015, alors je réexplique pour tous ceux qui sont pas, enfin pour les vieux de la veille un petit peu. Ouais. En 2015, il fallait obligatoirement avoir ton site internet pour ouvrir ton private label, ta marque sur Amazon. Donc il y avait une vérification de ton site. Donc j'ai dû ouvrir et créer mon site internet. Moi, je suis plutôt à l'aise avec WordPress, donc j'ai créé un WooCommerce. Je me suis quand même plutôt bien fait chier à créer une vraie marque, une vraie branding, donc un vrai site internet qui m'a demandé beaucoup de temps, même si c'est moi qui l'ai fait. Donc beau design avec de la rassurance, enfin bref, pas mal de choses qui m'ont pris du temps. Mhm. J'avais mes produits en vente sur mon site internet. J'ai réussi à ouvrir rapidement ma marque sur Amazon. En 48 heures, j'ai fait mes premières ventes sur Amazon. Ouais. Sur mon site internet, que dalle, que dalle, Ouais. vraiment rien du tout. Et pourtant, les réseaux sociaux envoyaient du trafic sur mon site internet et je faisais vraiment des ventes anecdotiques. Et c'est pour ça que rapidement, je me suis dit, mais ton site internet, il est là que pour faire beau. Ouais. Et tu dois envoyer tout ton trafic sur tes fiches produits Amazon et basta, c'est tout. Ensuite, à un moment, j'ai même demandé à des influenceurs de faire des vidéos YouTube. J'ai des vidéos qui ont fait 30, 40, 50 000 vues, donc c'était plutôt intéressant sur des influenceurs de la barbe. Moi, j'étais dans l'univers des accessoires de barbe Mhm. et je leur ai pas demandé de faire des liens vers mon site internet. Non. Les liens, ils allaient directement sur les fiches produits Amazon et basta. Et clairement, en fait, je vois des gens qui passent du temps à faire des sites internet de fous furieux et ça sert peut-être pas à grand chose en 2024 de faire ça. Donc, d'investir du temps, ça vaut le coup d'avoir son site internet, mais dans tous les cas, si on est présent aussi sur les marketplaces et sur Amazon, la plupart des vendeurs avec qui je discute, c'est quasiment 80-90% des ventes qui se font sur Amazon et sur les marketplaces versus donc tu me rassures dans ce sens. Donc c'est bien. Je ne conseillerais pas, je suis tout à fait d'accord aujourd'hui, quand je renvoie un client, il me dit est-ce que je vais créer mon site? Ben, non, perdez pas de temps aujourd'hui. Si vous voulez vendre, allez vendre sur Amazon et puis c'est tout. Déjà, je démarre sur Amazon parce qu'Amazon, c'est quand même le plus gros. Donc, et en général, on n'est pas déçu. Après, on fait le point, on regarde selon la catégorie de produits s'il n'y a pas une marketplace. Et ils sont souvent déçus parce qu'il y a des petites marketplaces qui ont l'air vachement sympathiques, mais avec un trafic pas énorme, avec un chiffre pas énorme. Et donc, voilà. D'abord, qu'on s'accroche. Mais vous vous rendez compte, sur Amazon, vous avez toute l'Europe à votre portée, là. Donc, C'est ça. faites-le, quoi. Ah ben, j'ai pas la logistique. Eh ben, on va faire du FBA, il n'y a pas de souci. On est Exact. parti, quoi. Alors après, Amazon c'est une grosse structure, ça c'est vrai. Il y en a qui ont du mal. C'est l'américain c'est des robots qui décident à notre place. C'est enfermant. Voilà. Ça c'est le revers de la médaille, c'est vrai. Je le conçois. Et que si on n'a pas l'habitude des outils, du back office, ça paraît compliqué. Voilà. Après, il faut se former, faut être aidé au départ. Faut prendre des bons, faut prendre des pros, chacun son métier, c'est le tien, c'est le mien. Voilà, il faut se faire conseiller, mais voilà, quelqu'un qui est un bon fabricant, s'il a la bonne personne qui va bien le conseiller, ben, il va pouvoir lancer son site sur Amazon et faire un bon business derrière. C'est ça, on est là pour ça. Moi, je le dis toujours, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour vous aider, quoi. C'est clair. Du coup, ça va être transition parfaite. C'est quoi Marketplace Pulse? Ah, en fait, je l'ai pas inventé, hein, je reconnais. C'est un influenceur américain qui est spécialisé dans l'impulsion des marketplaces aux États-Unis, que je suis depuis 10 ans au moins, facile, et qui m'a donné l'idée un peu de dire, bah tiens, je vais reprendre un peu son idée sur la France. Euh, et donc, j'ai repris cette idée de marketplace. Bah, c'est donner l'impulsion à toutes ces marques aujourd'hui, tous ces créateurs, tous ces gens qui conçoivent du produit, mais qui ne savent pas le vendre, en fait. Ok. Il y a des gens fabuleux qui ont plein d'idées et qui ont créé des super sociétés. Je vois des patrons de boîtes qui ont vraiment bossé, qui ont des super trucs, mais qui ont du mal aujourd'hui à évoluer dans le numérique, à évoluer dans un nouveau métier.
et à passer le pas de dire, bah tiens, en fait, j'aimerais bien vendre mon produit en dehors de mon réseau traditionnel et pourquoi pas les marketplaces. Et donc, c'est là où moi, j'apporte ma valeur ajoutée, mon savoir-faire, mes expériences. Chaque client aujourd'hui m'apporte une nouvelle expérience que je peux faire développer, aider l'autre à créer un peu un réseau. Ma plus grosse réussite, là, c'est un client que je suis depuis 3 ans, euh, qui passe là depuis, on a passé les 10 millions, donc je suis ravi, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les marketplaces, et on est parti. Je dis 10 millions parce que c'était, voilà, il m'a dit fin d'année, là, il a fait son bilan en début d'année, il m'a dit, bah, merci Benjamin, grâce à vous, j'ai passé les 10 millions de mon chiffre sur les marketplaces parce qu'on a ouvert plusieurs marketplaces, on doit en avoir 6 aujourd'hui. Voilà, ben c'est parti de zéro, il avait ses clients traditionnels, il vendait en B2B ses produits, ça marchait pas mal, mais un jour il m'a appelé, il m'a dit j'aimerais bien que je me lance sur Marketplace, mais je ne sais pas comment le faire. Donc je l'ai aidé, j'ai recruté son personnel même, j'ai formé au début, ensuite j'ai recruté son personnel. Et aujourd'hui, il a une équipe de 4 personnes qui réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur les marketplaces en partant de zéro. Et ça, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir pu l'aider et il m'appelle régulièrement. Euh, Là, j'ai mis en place pour lui tout un protocole pour l'Amazon Ads parce qu'il a fallu former ses équipes et voilà, maintenant il passe l'étape supérieure. Il faisait 10 millions sans ads quand même, hein, c'est juste énorme. Hein. Ah ouais, ouais c'est pas mal. Hein. Donc Ah oui. voilà. Et il va continuer à se développer voilà, en partant de zéro. Et par contre, il avait des super produits au départ, il avait toute une gamme de produits qu'on ne trouvait pas facilement. Et on a réussi à créer des marques, parce qu'il n'avait pas des marques, il n'avait pas de marque au départ. Donc pareil, quand on s'est lancé, que je l'ai aidé, j'ai dit, il faut que vous ayez des marques fortes. On ne va pas vendre vos produits sans marque. C'est hors de question. Si vous voulez, et comme ça, vous ne serez pas attaqué, vous serez seul. Et c'est pas le seul à vendre son produit, mais comme il a une fiche avec sa marque, personne ne peut aller coller et vendre derrière. Ça, c'est quand même la difficulté que j'ai eu de pas mal de clients il y a quelques années, c'est qu'ils créaient un produit et puis tout le monde allait se coller à leur fiche produit. C'est ça. Si tu vois ce que c'est. Oui. Ok, très clair. Donc toi, là, c'est Marketplace Pulse, c'est ton agence. Tu Voilà. accompagnes des clients à vendre sur Amazon et sur les différentes marketplaces. Ouais. C'est quoi le genre de client que tu recherches ou les prestats que tu fais aussi? Alors, je fais, on va dire, 50% de Presta, c'est des clients qui sont sur Amazon, Cdiscount et autres, qui vivotent, qui sont pas contents. On vous fait un petit chiffre sur l'année, j'ai fait 50 000 euros, mais vu le temps que je consacre, c'est pas terrible. Donc ça, c'est des clients sur lesquels je travaille complètement avec eux. Voilà, je vais faire un état des lieux et après, je vais faire une préco et mise en place de comment voulez-vous développer, jusqu'où vous voulez aller, comment on va faire. Donc voilà, ça c'est des gens qui sont là depuis quelques années, des vendeurs qui sont déjà en place. Et là, j'ai 50% de mes clients qui sont comme ça. Après, 50% d'autres clients, ce sont des gens qui sont déjà sur des secteurs industriels, qui sont qui ont déjà des produits, mais qui se posent la question, qui sont prêts à aller en marketplace. Et là, on démarre de zéro. Donc là, je passe du temps avec eux. On va créer un store, on va travailler les produits, on va travailler avec le personnel sur place. Moi, je suis aussi formateur agréé. Donc, pour ceux qui ont l'OPCO, ben, je peux passer une partie de la formation via l'OPCO. Donc, ça ne coûte pas trop cher aux entreprises. Tout passera pas, mais une partie peut passer. Voilà. Soit ils démarrent de zéro et ils ont le produit, mais je les accompagne à créer, à se lancer sur Amazon ou en marketplace. Soit ils sont déjà existants et là, il faut retravailler complètement le concept. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je fais le docteur. Ok, très clair. Toi, tu fais ou tu fais que, enfin, tu fais du done for you, c'est-à-dire que tu fais les fiches produits, la config, les contenus A+, les PPC, ou tu fais, entre guillemets, que proposer des améliorations, des idées, des stratégies, et ensuite, c'est à eux de gérer la presta. Alors, très souvent, quand même, je suis plutôt dans la préco.
Je vais travailler une bonne fiche produit avec eux, de A à Z. On va passer 3 heures à faire la fiche produit, on va mettre les photos, voilà. Je vais leur expliquer. Et après, je forme la personne pour le faire, mais je ne fais pas leurs 50 fiches produits. Maintenant, j'ai quelques clients, c'est vrai, qui disent, oh là là, moi, je ne veux pas m'en occuper, vous faites tout. Donc là-dessus, moi, je travaille avec d'autres freelance qui sont spécialisés dans chaque domaine. Par exemple, on parlait des agrégateurs de flux. Là, j'ai un client qui a 30 000 références. Il m'appelle, il me dit, est-ce que vous pouvez travailler sur mes flux? Moi, ça va pas. Je lui dis, attendez, 30 000 références, moi, je suis pas un... Non, non. Donc là, chacun son métier. Donc, je vais travailler avec quelqu'un qui sera vraiment, qui lui va passer 2 jours dessus, alors que moi, j'aurais passé 2 mois. Hein. Donc, Ok. voilà. C'est pareil dans chaque domaine. Si on me demande, ben voilà, il faut refaire les 500 fiches produits, là, je vais travailler avec des collègues quelque part et qui seront beaucoup plus, on va dire là-dedans. Moi, je vais superviser, je vais Ok. contrôler, je vais vérifier, mais je ne serai pas obligatoirement, je ne vais pas faire que du dur. D'accord. Ouais, très clair. Très clair, parce que ça peut vite être chronophage hein, de Voilà. gérer ce genre de choses. Ok, très clair. Euh, on vient de parler entrepreneuriat, donc ton aventure de vendeur. Ensuite, ton aventure que tu continues en tant que gestionnaire d'agence, prestataire de services, conseiller stratégique en marketplace, en e-commerce. Mais il y a quelque chose qui me choque depuis quelques mois, c'est que j'ai l'impression qu'on veut, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est que de plus en plus, on internalise la compétence e-commerce dans les boîtes, en fait. Ouais. Et je vois quand même pas mal d'annonces sur Welcome to the Jungle, ou même moi, j'ai pu être responsable en CDI chez Recyclive, donc un des premiers vendeurs sur Amazon aussi sur la livre d'occasion. C'est quoi les métiers qu'on recrute à l'heure actuelle dans toute la sphère e-commerce ou marketplace? C'est quoi les titres ou les métiers ou les compétences qu'on recherche? Parce qu'en fait, je le dis toujours, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même assez compliqué, c'est quand même assez dur. Se Mhm. former, c'est bien dans tous les cas. Et c'est peut-être, enfin, tu vois, les youtubeurs qui nous vendent des millions et d'aller vivre à Dubaï, ça fait rêver, bien évidemment. Mais il n'y a pas tout le monde qui réussit. Et moi, je le dis souvent, en fait, c'est que même si tu n'atteins pas, en fait, des gros chiffres, la liberté financière comme tout le monde aspire, etc., dans tous les cas, tu vas pouvoir vendre tes compétences à une boîte de salariés. Et j'ai moi-même, par exemple, accompagné des différents vendeurs qui étaient dans des différents métiers un petit peu pénibles, comme des électriciens, des maçons, ce genre de métiers, et qui maintenant, en fait, sont dans des boîtes salariées, toujours, mais un peu plus cool, un peu plus avec des horaires normaux, enfin Mhm. 9-17. C'est quoi, entre guillemets, ton expérience là-dedans, dans le recrutement de... En plus, tu m'as dit que tu Oui, t'occupais je aussi recrute. de recrutement pour des boîtes. Donc, vas-y, parle-moi un petit peu de de ces différents métiers qu'on peut trouver dans le e-commerce. Oui, oui, alors je fais du recrutement parce qu'en fait, j'y suis un peu tombé, mais à l'époque où j'étais dans le groupe Redoute, j'ai recruté toutes mes équipes, donc j'ai beaucoup travaillé avec les RH et j'ai été bien formé au comment bien recruter, donc et j'aime bien le faire. Donc quelque part, et souvent mes clients me disent, après avoir créé leur store sur Amazon, par exemple, ou c'est Discount, ils me disent, bah, c'est bien, mais qui va le faire, qui va le gérer? Si vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passe? Et bah souvent, je leur dis, si vous voulez, soit dans votre équipe, il y a bien quelqu'un qui peut être intéressé, parce qu'il y en a qui sont webmasters, qui peuvent peut-être évoluer. Il y a différents métiers dans votre entreprise. Donc, soit on le trouve en interne, et à ce moment-là, je fais passer les entretiens chez eux, des gens pour voir s'ils ont les compétences quand même, parce qu'il faut avoir la compétence, c'est pas juste l'envie. Soit je recrute à l'extérieur, et souvent, bah, ils sont déjà tellement serrés que ça m'arrive très souvent de recruter à l'extérieur. Donc, moi, j'appelle ça tout simplement, on va dire, je vais le franciser, parce que je sais que c'est la grande mode d'américaniser un peu tous les noms, mais et ça s'appelle responsable marketplace. Voilà, tout simplement, Exact. responsable marketplace. Et là, je cherche une personne qui va être un peu le chef d'orchestre et qui va gérer, évidemment dans le numérique, on reste dans le numérique, mais qui va gérer le quotidien de la marketplace,
qui sera réparer un flux s'il y a un problème, qui sera répondre aux clients s'il y a un souci, qui pourra gérer le SAV, qui pourra faire un tableau avec les KPIs pour voir ce qui ne fonctionne pas régulièrement, qui pourra intégrer les différentes équipes internes de l'entreprise, parce qu'il faut voir des problèmes avec la logistique, des problèmes avec les incoterms s'il y a des problèmes d'apport. Voilà, qui sera vraiment un chef d'orchestre complet, qui gérera tout et qui sera avant tout un commerçant. Parce que le matin, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les chiffres. Ça, c'est ça que je veux voir. Moi, c'est la personne qui arrive et dit, alors, qu'est-ce qu'on a fait comme chiffre hier? On va dire qu'il soit vraiment hyper intéressé par ça. Rentabilité, chiffres, KPIs, qui soient vraiment dans de la data, on en parlait tout à l'heure, pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis, évidemment, qu'il y ait une connaissance dans le numérique, ça me paraît évident. Les photos, les machins. Mais ça ne doit pas être obligatoirement un photographe ou un geek. Souvent, les gens que je recrute, ils ne savent pas faire du langage, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un langage HTML. Voilà, c'est pas grave quoi en tant que tel. Par contre, je veux un commerçant qui soit capable, tiens, on va ouvrir une marketplace, pourquoi, comment je le fais, qu'est-ce qui ne va pas dans le flux? Ah bah tiens, il y a eu, oui, on a changé dans le mapping. Voilà, il faut qu'ils comprennent tout ça, qu'ils soient vraiment au fait de tout ça, qu'ils passent du temps dessus parce que c'est important et que derrière, il faut que ça tourne. Donc voilà. Un commerçant d'abord, commerçant, responsable marketplace, c'est surtout ça que je mets en avant. Alors, pour t'expliquer aussi, depuis 2 ans, je fais pas mal de formations pour des agences. Ok. Alors ça, c'est assez nouveau. Des agences web qui m'appellent et qui me disent oui, bonjour monsieur, vous êtes un expert en marketplace, est-ce que vous pourriez former des personnes de mon équipe? Et donc, je forme des agences. J'ai été à Paris, à Rennes, à Marseille, pour former, parce qu'en fait, les agences se renouvellent aussi en disant merde, Google AdWords, machin, tout le truc, les sites internet, ça diminue. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un peu de business? Et ils ont des clients qui leur disent c'est bien, mais moi, j'aimerais bien monter un site internet. Ah ben, un site Amazon, pardon. On ne sait pas le faire. Et voilà. Et donc, je forme des équipes là-bas, ce que j'ai expliqué là, à démarrer de A à Z. Ou même Amazon Ads, là, j'ai en cours, là, depuis là, quelques semaines, avec une agence où je forme une équipe à faire du Amazon Ads. Parce qu'ils n'avaient aucune connaissance sur Amazon Ads. Ce sont des gens qui gèrent du Google Ads pour leurs clients. Et là, donc, je les forme à Amazon Ads. Donc, voilà. C'est bien ça. Pour moi, c'est vraiment, ouais, il faut prendre le tournant des marketplaces et pas uniquement de toutes les agences qui te vendaient des sites internet SEO traditionnels avec un placement sur Google. Maintenant, il y a quand même la partie. Et c'est un bon. C'est bien que les agences comprennent qu'il y a. Enfin, les deux peuvent cohabiter, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est super. Du coup, toi, tu fais que du présentiel ou tu fais aussi du e-learning? Non, je fais beaucoup de e-learning. Alors ça, c'est avant, je faisais du présentiel avant le Covid. Et là, c'est génial parce que depuis le Covid, même moi, passer une semaine à Marseille, ça me plaît pas toujours de me déporter. Donc, je fais pas mal de e-learning. Mais c'est du coaching one-one ou c'est tu as une plateforme avec une formation en ligne et qu'on peut acheter traditionnellement? Ah non, c'est du coaching one-one. Ok, Alors, souvent, eux, ils de la sont 2 ou vidéo 3 quoi. derrière leur écran. Ouais, Hein, voilà. parce qu'il y en a beaucoup qui sont en télétravail. Donc, on démarre la formation et puis Ok, on travaille sur des projets, voilà, on échange et ça se fait beaucoup à distance. Donc, ça, c'est sympa. d'accord. Ok, tout à fait, ouais, je vois. Euh, le responsable e-commerce, le responsable marketplace que tu recrutes, en moyenne, ça gagne combien? Euh, alors, selon les candidats, évidemment, l'expérience qu'ils ont. Moi, en général, je recrute des gens qui ont déjà au moins 4-5 ans d'expérience. Euh, Parce que souvent mes clients ne veulent pas démarrer avec un jeune sorti d'études parce qu'ils vont pas pouvoir le former. Donc, ils veulent déjà quelqu'un qui ait déjà une première expérience réussie. Ouais. Euh, Selon les clients, là où ils sont, on va tourner à entre 35 et 40. Ok, ouais, c'est ça. 35 et 40, 50 maximum pour les seniors. Ouais. Donc voilà. Ok, ouais, très bien. C'est ce que j'avais aussi en tête, donc c'est Et déjà super. avec 5 ans d'expérience. Ouais, ouais, tout à fait, exactement, ouais, tout à fait. Et l'expérience, en fait, c'est même si c'est
de l'expérience personnelle, donc avec leurs propres produits sur Amazon, ou c'est vraiment expérience en tant que responsable marketplace dans une autre boîte? Tu Alors, cherches, ouais, alors souvent, j'ai des candidats qui ont travaillé quand même, qui étaient salariés dans une autre boîte, connaissaient le monde salarial et qui, alors, étaient responsables e-commerce, par exemple, pas obligatoirement marketplace, mais e-commerçants, webmaster ou autres, qui ont déjà fait un peu ça dans leur habitude, quoi. Peut-être pas obligatoirement sur Amazon, ça, on peut les former un peu après, mais qui ont déjà l'expérience du e-commerce, quoi. très clair pour moi, c'est ouais, je suis d'accord avec toi. Hem, on arrive à la fin de cette interview, Benjamin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que tu as des conseils pour les débutants sur, marketplace? Est-ce que tu ou pour même les grosses boîtes pour, est-ce que voilà, comment est-ce qu'on finit cette interview, à la façon Benjamin Leplat? Ouais, alors j'aimerais bien raconter une petite histoire de quelqu'un qui, je ne donnerai pas le nom, mais qui a écrit un livre et qui s'est dit, tiens, je vais le vendre sur Amazon. Et donc, Ah, c'est une petite histoire qui est assez amusante parce que cette personne n'était pas écrivain, mais elle écrit un livre et puis elle crée son petit blog et puis elle l'envoie à ses copines en disant, tiens, qu'est-ce que vous pensez Donc, elle fait le premier chapitre de son livre. Et là, toutes les copines disent, ah, j'adore ton roman, il est super, on pourrait en savoir plus. Puis alors, elles en parlent. Donc, elle écrit le deuxième chapitre, et puis elle dit, bah, vous pouvez en parler et communiquer avec vos copines. Donc, voilà. Et elle finit le livre complet, et il y a 1000 personnes qui étaient en attente de son livre. Donc, tout le monde dit, ah, c'est génial, c'est canon, il faut absolument que tu le publies, ce livre. On a adoré, c'est une histoire canon et tout. Et donc, elle se dit, bon, bah, comment je vais faire? Alors, elle imprime son livre, elle l'envoie chez les éditeurs qu'on connaît bien en France, je ne donnerai pas de nom, et là, personne n'en veut. Donc, son bouquin, toutes ses copines l'adorent, plus jusqu'à 1000 personnes, c'est plus que les copines, c'est les copines des copines des copines. Hein. Tout le monde l'adore, et il n'y a pas un éditeur qui publie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, qu'elle discute comme ça avec un de ses amis qui dit, mais tu devrais, tu sais, il y a un site qui s'appelle Amazon, tu peux publier ton livre directement sur Amazon. Et il lui dit, écoute, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Amazon, c'est de l'algorithme. Donc, ce qu'il faut, c'est le lancer en publication sur Amazon, mais surtout, il faut que le premier jour, il y ait énormément de gens qui viennent l'acheter. C'est très important. Donc, elle, c'est pas son métier, elle y connaît rien. Elle dit, bon, bah, écoute, je te laisse faire, vas-y. Et donc, elle communique à toutes ces 1000 copines et copines en disant, écoutez, le 1er juin, je vous demande une chose, je mets mon livre sur Amazon à 99 centimes, vous l'avez aimé, je vous demande juste de l'acheter. Ça ne vous coûtera pas cher, mais moi, ça va être hyper important. Et elle écrit, elle envoie un petit mail à tout le monde, elle dit, ah, ça ferait vraiment plaisir, si vous l'avez aimé, faites-le. Le premier jour, le livre est sorti, il y a 3500 personnes qui ont acheté son livre. Parce qu'en fait, toutes les filles, toutes les personnes, on en parlait à d'autres, et tout le monde a joué le jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Meilleure vente d'Amazon le premier jour, meilleure vente d'Amazon livre le premier jour, et là, c'est parti. L'algorithme fout le camp, ça démarre du feu de Dieu. Amazon, comme l'algorithme lui dit, c'est un best, le met en avant dans les newsletters. Madame Machin a vendu son livre, voilà. Et bref, cette petite histoire est extraordinaire, mais c'est pour expliquer la puissance du concept d'Amazon et que quelqu'un qui avait une bonne idée, qui n'arrivait pas à le vendre sur le marché. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette personne qui a écrit ce livre, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est restée 12 semaines numéro 1 des ventes sur Amazon, des livres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand éditeur qui l'a appelé en disant, ah ben j'aimerais bien vous rencontrer. Et donc maintenant, elle est plus publiée sur Amazon, mais c'est juste pour montrer qu'elle vend des millions de livres, hein, donc elle fait partie des plus grosses ventes en France, donc je ne donnerai pas de nom, mais c'est très amusant. Et voilà, la puissance d'Amazon et comment il faut faire. Et souvent, je le raconte à des clients qui me disent, mais comment je peux aller vite? Comment je peux... Je dis, vous faites la même chose. Il faut qu'il y ait du link, il faut qu'il y ait des liens. Et tu disais tout à l'heure, oh, les gens sont pas... Si, sur Amazon, ça fonctionne très bien, et la preuve de cette histoire, c'est sur tous ces liens que les gens, à un moment, ont été achetés en disant, allez, on y va, on achète, c'est pas cher. Le livre, elle l'a vendu évidemment pas cher à 1 euro pour que les gens aillent très vite.
Après, il n'est plus 1 € aujourd'hui de le livre. Et elle en vend beaucoup. Mais voilà, le concept, c'est ça. Il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait du trafic. Je reviens sur le départ, du trafic. Et il faut que les gens aillent à fond dessus. Et je l'ai fait pour un fabricant qui avait ses produits. J'ai fait un peu la même chose. Et si vous êtes joueur, on va jouer à ça. Et donc, ça a été pareil. Il a fait un carton. Tous les clients du premier jour ont passé des commandes et hop, c'est monté très vite et son produit est passé numéro 1 des ventes dans la catégorie des produits. On a refait exactement la même chose. Donc, c'est toujours faisable. On peut encore le faire sur Amazon. C'est pas mort. Et voilà, une petite histoire qui m'a toujours touché et qui est sympa. Je suis complètement d'accord avec toi et ton histoire est vraiment parlante parce que, je crois que tu l'as dit pendant l'interview aussi, c'est qu'il y en a qui mettent leurs produits sur Amazon et ils se disent Amazon, ils me prennent 15%, donc c'est à eux de faire le boulot. Hum. Mais au final, je pense qu'il faut lancer la locomotive, donc Ouais. avec du boulot, avec des belles pratiques, avec du lien, avec des influenceurs, avec quelque chose où, comme tu l'as dit dans ton exemple de Amazon KDP, là, de la personne qui a mis son livre en auto-édition sur Amazon, Mhm. elle a envoyé du trafic avec un produit qui est cool, qui est bien, qui répond à la demande et qui est de qualité, d'accord? Il faut pas vendre de la merde sur Amazon, Mhm. sinon on se flingue tout seul. Oui, Et une fois que la machine est lancée, là, Amazon prend le relais et ouais. va diffuser grâce aux algorithmes, à d'autres personnes qui ressemblent à ceux qui ont acheté, et cetera, et cetera, et cetera. Mais si on fait pas l'impulsion, si on n'envoie pas l'impact, si on n'envoie pas déjà les bons signaux, aux algorithmes, à Amazon, et cetera, et Mhm. cetera, et ben, en fait, il se passe pas grand-chose, sauf miracle, hein, tout simplement. Sauf miracle. 350 millions de références. Bon, une de plus, ça se verra pas. Et donc, voilà, comme tu l'as dit, il y a des bonnes pratiques à avoir, mais sur Amazon, il y a des petites cases qu'il suffit de remplir correctement avec en gros, sincèrement, c'est pas très compliqué de vendre sur Amazon, hein. Il y a les photos à mettre, si possible de bonne qualité. Il y a des bullet points, il suffit de les remplir Ouais. avec les bons mots-clés, d'envoyer un petit peu de trafic, d'avoir des avis dessus et vous venez d'économiser, 1 000 balles d'une formation, de votre célèbre youtubeur, voilà, il y a pas plus compliqué que ça, tout simplement. Enfin, Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut être patient aussi. Si on n'a pas le trafic, comme j'ai raconté cette histoire-là, parce qu'on l'a pas pour tous les produits, j'entends bien, mais il faut être patient. Je dis souvent à mes clients, vous savez, Amazon ne vous connaît pas. Vous êtes un nouveau vendeur, donc ouais, il ne vous connaît pas. Ensuite, votre produit, il ne le connaît pas non plus. Donc, il faut atteindre une quinzaine à peu près de commentaires ouais, produits, d'avis positifs, à plus de 3,5 sur 5. Après, il faut aussi que votre note de vendeur, qu'il y ait des commentaires, exact. qu'il y ait une Ouais, bonne note vendeur. Et si vous avez coché toutes les bonnes cases, ça va monter. Mais ouais, voilà, il faut cocher tout ça au départ. Si dès le départ, oui, vous avez, non, je fais pas de FBA parce que ça me coûte cher. Vous cochez pas la case. Voilà, pour le, si vous n'avez pas la buy box, c'est pas la peine non plus. Si vous n'avez pas mis les bons mots clés, si vos photos sont pas belles, voilà, vous dégringolez. Puis à la fin, je comprends pas, ça se vend pas. il y a des règles du jeu. Soit on y joue Voilà. et on les accepte, ou soit on les accepte pas, on joue pas, mais il faut pas se plaindre qu'on gagne pas au jeu. Donc, Alors ça, tu as raison. C'est quand je travaille avec mes clients, à partir du moment où moi, c'est un contrat que je signe avec mon client. Je leur dis à un moment, on est d'accord, on y va, on démarre. Est-ce que vous êtes d'accord de suivre les règles du jeu? Et ça, je le dis toujours, les KPI, c'est les suivants. Est-ce que vous validez ça? Vous signez là et là, on y va. Ah ben non, moi, chez Amazon, rembourse le client, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça, je l'ai déjà entendu, je ne suis pas d'accord. C'est toujours Amazon qui décide. Voilà, des choses comme ça, ça me fait marrer. Je dis, mais attendez, vous avez signé, vous êtes d'accord. Amazon rembourse. Pourquoi? Parce que le client est roi. Et c'est comme ça fonctionne comme ça. Si vous voulez, ah non, moi, je veux gérer tous les remboursements moi-même. Mais non, on ne va pas y arriver, là. mais et je pense que ça fait un petit peu le parallèle avec le recrutement. Tu sais, c'est difficile en France de recruter des gens parce que ça fait peur en fait de recruter des CDI parce que une fois qu'on l'a fait, ben ça fait peur de recruter la mauvaise personne, ça peut coûter très cher et en France, en fait, une fois qu'on a signé un CDI, c'est jusqu'à la retraite, sauf si la personne, l'employé, démissionne. Et je pense que si on avait des règles beaucoup plus souples, beaucoup plus Oui. light, on arriverait à recruter beaucoup plus facilement et si la personne n'est pas
compétente ou qu'on veut s'en séparer, on se dit merci, au revoir et c'est terminé. Et je pense que c'est la logique d'Amazon, c'est que on peut vendre facilement. Ils nous ont mis en place un système où on peut vendre facilement. Mais par contre, si le client final n'est pas content, il peut se faire rembourser sans aucune discussion. Et c'est là, en fait, toute la confiance où Amazon a investi des milliards d'euros, de dollars, parce qu'en fait, si Mhm. on n'est pas content, on renvoie, Voilà. sans C'est aucune exact. discussion. Et Exact. il n'y a pas de meilleure preuve sociale, il n'y a pas meilleure euh, punchline marketing que de dire si t'es pas content, Ouais. je te rembourse et c'est terminé. Donc voilà. Après, il y a des gens, je comprends, hein, des marques qui ne veulent pas que les clients abusent. Il y a des clients qui abusent sur Amazon, bien évidemment. Il y a Ouais. des clients qui escroquent et qui se servent du service garantie à Z, qui se servent du service Amazon, etc., 30 jours. Il y en a, évidemment, évidemment. Mais il y a un moment où, la plupart du temps, on est quand même gagnant si on respecte les règles du jeu. Donc voilà. Benjamin, si on veut te contacter, on passe par quel canal, quel réseau social, voilà, dis-nous un petit peu comment te Alors, contacter. volontiers, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, hein, Benjamin Leplat, par email ou sur mon site internet marketplaceplus.fr. Ouais, Là, vous avez contact, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon email, vous avez toutes les infos sur mon site marketplaceplus.fr. super. J'ai aussi vu un profil sur Malte. Oui, j'ai un profil sur Malte aussi depuis. Oui, oui. Pas de souci. Là, vous pouvez passer par Malte. J'y suis aussi. Il n'y a Ok. pas de problème. Et c'est quel genre de client que tu recherches? Des petits? Est-ce que ça t'intéresse? Des plus gros, des distributeurs, des marques, c'est quoi la typologie des clients que tu recherches? Alors, tout client, pour moi, il n'y a pas de petit. À partir du moment où il y a une bonne idée, je peux tout à fait en discuter, échanger avec, hein. Souvent, j'ai plutôt des PME ou des gros groupes, ça c'est Ok. vrai. Déjà des gens en place, mais ça m'arrive, j'en ai quelques-uns des inventeurs qui me contactent en disant j'ai inventé un nouveau produit, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça m'amuse toujours, donc je suis toujours, c'est gratuit, je peux toujours réfléchir avec eux au départ, et puis ensuite je travaille avec un devis, et puis on avance là-dessus, mais en tout cas volontiers, j'ai de la place, je suis toujours ouvert, et comme je dis, je fais aussi des formations, donc Oui. pour des clients qui ont des budgets OPCO, je peux tout à fait développer une formation, souvent qui est sur mesure. Super, magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Benjamin. Et puis, tous ceux qui veulent avoir les conseils stratégiques de plus de 20 ans d'expérience sur Amazon et sur les marketplaces, contactez Benjamin Leplat, Leplat. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Jérôme, à très bientôt, au revoir.